Je m'appelle Romain Sarré, je suis réalisateur et ambassadeur Lumix. Nous sommes à Miami, en Floride, et je vous propose de découvrir le nouveau Lumix GH6. Là, on voit un gros step au niveau de l'image, notamment avec le 5,8K évidemment, mais surtout au niveau de la texture et surtout de la color science, parce que c'est un vrai Vlog qui a déjà 13 stops de dynamique, mais en plus qui a la color science des S qui est vraiment excellente. La stabilisation très efficace de l'ordre de 7 stops et demi sur le capteur, plus la stab Objo, ça va nous faire la dual stab. C'est vraiment bluffant. Ouais. Et donc l'avantage avec un boîtier comme le GH6, c'est que quand on shoot en anamorphique, on va avoir une image qui est desqueezée lors de la prise de vue et lorsqu'on consulte les rushs. Ouais, c'est cool, donc là c'est en vitesse standard, on est en 120, en 4K 120, pour ensuite ralentir en post-prod. On ralentit x5. L'un des gros avantages du GH6, ça va être de pouvoir shooter en ProRes en interne, en 5,7K. C'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir pousser son étalonnage et avoir toutes les informations disponibles pour pouvoir en tirer le meilleur au niveau des couleurs. Vous venez de découvrir l'expérience de Romain Sarré au GH6, tourné à Miami, et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle Rec Session. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Rec Session dans laquelle on va parler ensemble du GH6. Avant de commencer, petite information, cette Rec Session est chapitrée, donc vous pouvez d'ores et déjà sauter directement au chapitre qui vous intéresse, et si tout vous intéresse sur le GH6, eh bien on démarre tout de suite ensemble. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule sur le plateau, je suis accompagnée de deux de nos ambassadeurs, Romain Sarré et Bernard Bertrand, que vous avez à côté de moi. Bonjour Romain, bonjour Bernard. Salut Mathilde. Bienvenue. Romain, tu es un de nos ambassadeurs depuis plusieurs années. Tu as commencé en tant que photographe et maintenant tu es vidéaste. Exactement. Tu travailles particulièrement ta colorimétrie dans les images. C'est ce qui t'importe énormément dans tes images. Et puis tu es également le créateur du blog GH4 et GH5 France. Exactement. Donc tu échanges beaucoup aussi avec la communauté d'utilisateurs. Blog Lumix. Comment tu vas faire France. D'accord. Et puis Bernard, donc Bernard pareil, ambassadeur depuis plusieurs années maintenant, vidéaste, beaucoup plus en studio. Toi tu travailles beaucoup les images en studio. Des personnages quoi. Des personnages. C'est ça. Et donc tu insistes beaucoup sur la lumière, sur la light sur tes tournages. Et bien bienvenue à tous les deux en tout cas. Je suis ravie de vous recevoir. Et puis on recevra également, vous le verrez un petit peu plus tard, j'ai rencontré plus tôt dans l'enregistrement Olivier Lavielle qui a travaillé plutôt sur la photo avec le GH6. Alors ce qu'il faut savoir sur ce boîtier, c'est qu'il est terminé depuis 2020. Ça fait en fait plus de 2 ans que les ingénieurs Panasonic ne travaillent plus que sur la partie software du GH6. GH6 qui va d'ailleurs entre autres intégrer le 422 bits en 4K directement en interne, comme la majorité de nos boîtiers dans la gamme Lumix, à la fois sur la gamme plein format qui va concerner donc les Lumix S et aussi sur la gamme micro 4 tiers, donc les Lumix G. Alors aujourd'hui, on intègre de nombreuses fonctionnalités, de nombreuses technologies dans nos boîtiers pour la simple et bonne raison, ce qui est avant tout notre priorité chez Lumix, pour accompagner votre créativité. Alors aujourd'hui, donc on va aborder le GH6. Je vous parlais du software, mais avant tout, le hardware a été beaucoup retravaillé dans ce boîtier. On a notamment un nouveau duo processeur-capteur. Le processeur donc qui était dans le GH5 a été complètement renouvelé. On est sur un nouveau processeur sur le GH6 qui va être 2 fois plus rapide que celui du GH5. Et le capteur va être aussi un nouveau capteur au niveau du micro 4 tiers. On est sur le premier micro 4 tiers finalement à atteindre 25 millions de pixels sur ce capteur. C'est un capteur qui est toujours sans filtre passe-bas. Et vous allez le découvrir, on a un gros travail qui a été fait sur la plage dynamique qu'on appelle une plage dynamique boostée. C'est tout simplement un mode que vous allez naturellement pouvoir activer ou désactiver dans le boîtier selon l'utilisation et selon la situation dans laquelle vous êtes. Comment ce mode fonctionne de façon très concrète? Vous avez, ça va vous rappeler d'ailleurs quelque chose que vous connaissez déjà, notamment sur le GH5S, qui s'appelait le double ISO natif. Ici, on n'est pas sur ce format-là, mais on utilise les mêmes circuits. Vous avez donc un circuit qui va fonctionner sur les ISO bas, donc avec de la saturation dans l'image, et puis un deuxième circuit qui va fonctionner dans les ISO hauts pour récupérer peu de bruit dans les zones sombres. Ces deux circuits, à l'inverse du double ISO natif, vont être combinés ensemble pour créer une seule et même image qui va être optimisée sur la plage dynamique. Alors pour explorer davantage ce boîtier, on a simplement demandé à notre communauté si vous avez des questions sur ce boîtier pour pouvoir y répondre avec l'aide de Romain et Bernard. Et donc on a reçu une première question de Fanny
sur la basse lumière. En basse lumière, est-il plus performant que le GH5? Alors GH6, ouais, on sent qu'il y a une amélioration au niveau du low light. On avait une question qui était est-ce que, parce que le GH5 frôlait les 1006 pour de l'exploitable, on est quand même plus sur du 2000 pour le GH5 déjà, et le GH6 clairement 3002-4000. On a gagné en basse lumière. Après, il n'y a pas le dual native ISO, donc c'est pas non plus un GH5S, il n'est pas fait pour, parce qu'il a d'autres avantages. Donc quelqu'un qui cherche vraiment du low light extrême, ça va être plutôt le GH5S. Par contre, le GH6, oui, est clairement meilleur que le GH5. Ouais, j'aurais dit pareil, le GH5S pour du low light ou alors le S5. La ligne DS, ça c'est clair et net. Et si on reste dans le micro 4 tiers, le GH5S. On va compléter la panoplie de caractéristiques du GH6. Et évidemment, le GH6 intègre notamment la double stabilisation. Vous commencez à la connaître sur les boîtiers Lumix. Eh bien, le GH6 fonctionne avec une double stabilisation et puis une stabilisation capteur à 7.5 stop, puisqu'on a ce niveau de stabilisation même avec le capteur seul. Tout ça, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simplement dû à un nouveau gyroscope, puisqu'on a un nouveau capteur et un nouveau processeur, mais on a aussi un nouveau gyroscope qui va être intégré à ce boîtier et qui va permettre d'atteindre ce niveau de double stabilisation. Moi, je voulais poser une question à Romain sur ce sujet, parce que Romain, toi, tu shootes beaucoup, on l'a pas dit tout à l'heure, en run and gun, donc tu fais beaucoup en mouvement avec les boîtiers. Ça te sert vraiment au quotidien, cette double stabilisation? Clairement, ça va me servir. Alors déjà, à main levée, parce que je shoote pas mal en anamorphique avec donc des lentilles qui ne sont pas stabilisées, avec des objectifs qui ne sont pas stabilisés. Donc on se sert de la stab capteur, qui est vraiment très efficace, très importante, et qui fait aussi donc sphérique et anamorphique. Donc on a vraiment une stabilisation qui est adaptée à ces objectifs-là. Et si jamais j'ai des shoots à faire vraiment extrêmes, je vais utiliser un stabilisateur gimbal en plus. Mais souvent, ce que j'ai pour habitude de faire, même avec un 12-35 qui est stabilisé, et donc j'ai la double stabilisation capteur, objectif, Lumix, je vais quand même l'activer, même si je suis sur mon stabilisateur, parce que bien souvent, j'ai un résultat qui est parfait. Il n'y a pas trop d'interférence entre les deux si on règle bien. Et du coup, on a un résultat vraiment, c'est comme si on volait au niveau de l'image, c'est vraiment parfait. Et du coup, quand tu dis, quand on règle bien, quels sont tes réglages, toi, sur cette stabilisation pour optimiser? C'est hyper important, en tout cas, lorsqu'on utilise l'anamorphique, ça va être de se régler avec le bon ratio, bien évidemment. Donc, il va vous demander si c'est du 1.33, du 1.5, du 1.8, du x2. Moi, je suis en x2, donc il faut se régler en x2. Et après, il ne faut surtout pas activer des choses comme l'électronique si jamais on bouge trop. Alors déjà, je ne la conseille pas vraiment parce que c'est comme de la stabilisation en post-production, l'électronique. Donc celle-là, je ne la conseille pas parce qu'il y a un petit crop, etc. Par contre, il y a augmenter stab image. Cette fonction-là, elle est vraiment géniale parce que si jamais on fait un plan fixe à main levée, vraiment, je la conseille. Faut la mettre parce que ça renforce la stabilisation quasiment sans crop. Je crois même qu'il n'y en a pas. Mais vraiment, surtout, le boîtier comprend qu'on ne va pas bouger, il ne va pas y avoir de mouvement. Du coup, il va renforcer vraiment la stabilisation et on a un résultat qui est bluffant. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment qu'on est sur un trépied. Donc voilà ce qu'il faut régler en gros. Et justement, donc, à l'inverse, si jamais on fait un peu de mouvement, il va falloir enlever ce augmenter image stabilisation. Donc voilà, il faut faire juste attention à ce genre de choses. Les bons réglages pour les bonnes images. Exactement. On va rentrer un peu plus dans la vidéo puisque c'est le sujet aujourd'hui principalement sur le GH6. Le GH6 est vraiment conçu pour le cinéma presque, j'allais dire. On va le découvrir ensemble. Vous avez probablement déjà découvert les fonctionnalités, en tout cas les caractéristiques du GH6 au niveau de la vidéo. Donc c'est un boîtier qui peut tourner jusqu'en 5.7K, en 60p 10 bits. Et puis on a effectivement aussi de la cinéma 4K et de la 4K si on veut atteindre du 4.2.2 10 bits. En plus, en 60p toujours. Tous ces formats d'enregistrement et tous ceux dont on va parler aujourd'hui sont tous disponibles en illimité. On reviendra sur le sujet, mais voilà, vous avez la possibilité d'enregistrer tous ces formats en illimité. Et puis, la nouveauté aussi, c'est de pouvoir les enregistrer à la fois en interne et en externe de façon simultanée. Si je rentre un peu plus précisément dans la vidéo, on a une grosse nouveauté sur le GH6, presque la principale nouveauté du GH6 finalement, c'est la possibilité d'enregistrer en ProRes directement dans le boîtier. Alors, il y a deux informations. La première, c'est qu'effectivement, à aujourd'hui, on peut enregistrer en 5.7K en ProRes. Et puis, Lumix a d'ores et déjà annoncé une mise à jour qui arrivera sous peu, qui va vous permettre d'enregistrer ce ProRes également en Cinéma 4K et en Full HD. Ce ProRes, donc, qui est à la fois en K2.2 et en K2.2 HQ selon vos besoins,
va pouvoir être enregistré en interne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin notamment d'une carte CF Express pour ce type de format. Et puis, la mise à jour dont je vous parlais va aussi vous apporter la possibilité, c'est directement lié au ProRes finalement, de pouvoir enregistrer directement sur SSD via USB pour éviter d'avoir une sacoche avec 10 CF Express à l'intérieur. Romain, Bernard, vous avez tous les deux utilisé le ProRes. Ça, c'était une grosse nouveauté pour vous et j'ai cru comprendre que ça vous a fait gagner pas mal de temps finalement. Ben, la nouveauté surtout, c'est de l'avoir en interne, évidemment, comme tu l'as souligné. Maintenant, très honnêtement, moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser le Ninja 5 pour enregistrer le ProRes depuis des années maintenant. Donc, j'ai vraiment cette logique-là. Maintenant, ce que je trouve très intéressant, au-delà du ProRes en interne, qui peut être effectivement très utile, c'est toute l'apparition de All Intra et de LongGob. C'est-à-dire qu'on a énormément de codecs différents dans le menu. On va pouvoir enregistrer en All Intra. Et évidemment, l'All Intra, qui s'apparente en fait, c'est de l'intra-frame en fait, comme l'Apple ProRes, du coup va soulager toute l'étape de post-production. Si on a un ordinateur qui n'est pas tout à fait puissant par exemple, le LongGob va demander beaucoup plus de ressources au niveau du CPU de l'ordinateur, alors qu'effectivement le All Intra, que ce soit d'ailleurs l'Apple ProRes ou le All Intra, est beaucoup plus digeste pour le CPU, et il y a une vraie différence. Donc c'est vrai que d'avoir cette fonctionnalité, je pense que Romain est d'accord avec moi, d'avoir cette espèce de versatilité au niveau du menu, de pouvoir choisir du LongGob, de l'All Intra et l'Apple ProRes, tout ça en interne, oui, c'est sûr que c'est... Ouais, moi je trouve que c'est bien résumé aussi, c'est-à-dire qu'en fait finalement, on ne va pas forcément se concentrer sur un codec ou un mode, etc., mais c'est qui peut le plus, peut le moins, et on sait qu'on a le choix. C'est-à-dire que tu peux passer de l'un à l'autre en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies aussi, en fonction aussi... Il faut quand même savoir que le ProRes, c'est un énorme débit, donc il y a énormément d'informations, c'est hyper qualitatif, mais il faut savoir aussi que on va être en 5,7K sur une carte CF Express de 128 Go, on a 8 minutes d'enregistrement. Donc si on sait qu'on va faire du qualitatif et qu'on va réussir à shooter 10 secondes là, 10 secondes là, 10 secondes là pour du pack shot ou ce que tu veux, ça va rentrer. Par contre, si on fait du run and gun, qu'on part en voyage, etc., on va plutôt basculer sur un autre mode qui est ultra qualitatif déjà, bien évidemment. C'est du H264, H265, en tout cas qui est de bonne qualité avec ces boîtiers-là. J'ai vu une légère différence quand même au niveau du ProRes quand j'ai fait mes tests. Lorsque je basculais de H265 à du ProRes, le ProRes est quand même un poil plus contrasté. Je pense qu'il est un poil meilleur en piqué, en couleur, etc. On voit vraiment une différence au niveau carrément de l'image. Ça, c'est nouveau. Lorsqu'on bascule d'un codec à l'autre, souvent, on ne le voit pas de manière brute. Mais là, en ProRes, on voit. C'est un poil plus contrasté. Je pense que c'est un peu meilleur pour le low-light aussi. Donc, je le conseillerais pour le low-light. Voilà. Après, il faut avoir le stockage qui va avec. Donc, ça sera vraiment mieux avec... ça sera encore mieux, en tout cas, avec la mise à jour, de pouvoir l'enregistrer sur SSD. On avait reçu une question de Lohan Prod sur le GH6 en vidéo. Le GH6 est-il capable de seconder un S1H et notamment en interview par exemple? De toute façon, il n'y a qu'à regarder le carrossage du boîtier. On connaît l'air de famille évidemment, avec le bouton rouge, etc. Le ventilo qui tout de suite annonce la couleur. Il est prévu pour encaisser du haut débit et pendant longtemps. Et puis finalement, quand on navigue dans le menu, je veux dire, au départ, on a 34 positions d'enregistrement. On retrouve d'ailleurs le même filtre qu'on a dans le menu du S1H, c'est-à-dire qu'on peut filtrer en forme de codec, variable framerate, pour pouvoir alléger ce menu et passer de 6 pages à 2 pages, par exemple. On commence à l'appeler un peu partout le mini S1H. Oui, mais c'est carrément ça. Franchement, pour moi, c'est un SAH en micro 4 tiers. Et donc, justement... la réponse est clairement oui. Pourquoi? Parce qu'il y a la nouvelle Color Science de ce GH, et c'est ce qui fait pour moi presque toute la différence avec la lignée donc des GH5, GH5S, etc. Le bond en avant, il est vraiment là. Et la réponse est un grand oui, parce ils ont pris la Color Science DS. Donc là, clairement, on prend un SAH, on prend en caméra B le GH6, et là, zéro souci. Ça va être la même image. Je suis tout à fait d'accord avec Romain. En fait, on capitalise quelque part. Dans la gamme S, on capitalise sur tout le savoir-faire des Varicam, en fait. Exactement. Et donc, c'est ça. On a hérité de tout le savoir-faire, de la Color Science, du Vlog, des Varicam dans la ligne S. Et finalement, quand on sort le GH6, finalement, Pana implémente tout ce qu'il y avait dans le S1H. Donc, c'est vraiment, c'est sûr que c'est la caméra qui matche parfaitement avec le S1H. C'est ça. Le GH6 est même fait pour ça, pour être compatible
avec ces autres boîtiers chez Panasonic. Vous me faites une transition parfaite sur le V-Log, puisqu'effectivement, le GH6 intègre un V-Log qu'on appelle full, qu'on peut appeler full, puisqu'on n'est pas sur le V-Log L, donc light, qu'on avait sur les GH précédents, et notamment sur le GH5. Ici, on est vraiment sur le V-Log qu'on va justement retrouver dans les Lumix S. Tout à fait. Ou dans la EVA One. Ou dans la EVA One. Dans les Varicam, en fait. C'est ça. Donc, on est en plus compatible avec cette même post-prod qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir en tout cas appliquer avec les Varicam et les Lumix S. On peut le retrouver sur le GH6. Et au passage, justement, dans la gestion du V-Log, on peut amener des LUT VLT, donc les LUT Varicam, justement, dans un SRH ou un S5, par exemple. Mais là, on va pouvoir, à mon avis, ça va sans doute arriver sur ceux-là aussi, je pense qu'ils vont faire une mise à jour. Mais en fait, sur le GH6, là, du coup, on peut utiliser les VLT. On peut d'ailleurs aller télécharger gratuitement sur le site Varicam. Et surtout les cubes. Et aussi les cubes. Et ça, c'est quand même énorme parce qu'on voit un peu partout. Pour expliquer aux gens, en fait, les cubes, c'est l'extension de la LUT. Donc, le lookup table, c'est des presets de couleurs. Et il y a des points VLT dédiés justement au boîtier PANA. Et là, maintenant, en fait, le standard, c'est cube. Voilà, le GH6 le prend. Donc, ça vous fait gagner du temps. Qu'est-ce que ça vous permet exactement? Et puis, ça ouvre la disponibilité. Ouais, vous avez plus de luttes disponibles. Exactement. Ouais. Et moi, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai en fait réglé mon boîtier de façon à ce que quand j'appuie sur le bouton ici à l'avant, en fait, ça appelle la LUT sur l'écran. Et quand j'appuie sur le bouton d'en bas, ça appelle la LUT, ça envoie la LUT que j'utilise sur l'HDMI. Ce qui est très utile en réalité parce que quand je suis en studio, par exemple, je peux avoir un retour sur un moniteur quelque part dans le studio pour un client, pour le coiffeur, les maquilleurs. Et du coup, je peux envoyer l'image qui va ressembler à mon étalonnage def au travers de la LUT. En fait. Effectivement, le fait qu'on puisse avoir un éventail illimité avec des cubes, c'est assez génial. Et d'ailleurs, parfois on va peut-être un peu trop vite pour l'explication, certains ne connaissent pas. Là, on est en train de parler finalement d'un preset de couleur qui est affiché et affichable donc, sur ces boîtiers-là lorsqu'on filme en fait en V-Log. Et en V-Log, on a un profil qui est complètement désaturé, qui est décontrasté, etc. Donc on a une image qui est grise. Et pour pouvoir shooter correctement, avoir une idée de l'image finale, on applique la LUT, le lookup table, donc le preset de couleur, sur notre moniteur seulement, et non pas à l'enregistrement. À l'enregistrement, on aura bien notre image brute V-Log qu'on travaillera en post-production. Par contre, là, c'est pour avoir un preview, ce qu'on appelle un preview. Et à la relecture, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que si on a par exemple un client ou une équipe, on veut montrer les plans qu'on a shootés, à la relecture, on va voir aussi l'image avec le LUT. Parce que c'est un digeste pour la plupart des gens non initiés de voir une image log, évidemment, ils ne comprennent pas. Bon, voilà. Donc, effectivement, la LUT, dans ce cas-là, dans ce process-là, est utile. D'ailleurs, j'oublie de le préciser, on a reçu des questions sur ce V-Log qui est bien intégré dans le boîtier directement. Ce n'est plus une mise à jour à appliquer dans le boîtier. Il est disponible dès le départ. On a reçu une question de Yannick sur le V-Log qui concerne la différence de traitement qu'on obtient entre le V-Log et le V-Log L et s'il y a d'autres différences dans le boîtier sur l'histogramme, sur ce genre de choses ou pas. Non, sur les histogrammes, non. Après, différence, par contre, traitement et tout, elle est énorme. Tout simplement, vous allez gagner un temps fou parce qu'en gros, maintenant, avec cette Color Science, on en revient à ça, avec cette Color Science-DS qui est entre guillemets parfaite, moi je trouve que c'est vraiment nickel. Bernard, c'est pareil, tous les gens l'ont constaté, c'est vraiment ce qui ressort. C'est un gros avantage de la ligne DS. Maintenant, on l'a sur le GH6 et on applique notre LUT Rec 709, déjà juste la base de Panasonic, et on a une image qui est, si on l'a bien exposée au shoot, on a une image qui est directement exploitable et avec une super dynamique. Donc la différence, c'est ça. Le log, en fait, c'est deux courbes. Une courbe de gamma qui est plutôt relative au contraste, une courbe de gamut qui est plutôt relative à la couleur. Et en fait, effectivement, là, on a le V-Log, le vrai, et c'est ce V-Log-là qui va permettre d'exploiter au maximum la plage dynamique du capteur. Et pour répondre à Yannick, en gros, c'est pas quelque chose qui sera notable au niveau des outils, waveform, histogramme, entre un V-Log et un V-Log, c'est pas quelque chose qui sera significatif, mais qui est par contre tout à fait significatif en termes de rendu d'image quand on est en post-prod. Tout à fait. Moi, je tiens juste à préciser quand même, on va peut-être en reparler après, mais que c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris, je crois, c'est cette Color Science-là, mais vraiment donc la dynamique, le global, etc. Et je crois qu'on a la question qui a été posée. À la différence GH5, GH6, mais quand j'ai vu mes images du GH6, clairement, je me suis dit waouh, j'ai vu vraiment un step au-dessus. Et là, on voit que l'ensemble fait que c'est plus du tout les mêmes boîtiers.
un GH5 et un GH6. Un GH5, c'est une super image et je ne dénigre pas. Vous savez très bien que j'aime beaucoup les GH5, GH5S et tout. Mais on nous a posé la question, est-ce que ça vaut le coup, etc. GH6, oui, un step supplémentaire vraiment énorme au niveau du rendu. Et c'est tout ça, c'est cette dynamique, ce vrai Vlog, Color Science, plus tout ce dont on va parler. On continue du coup dans la cascade des caractéristiques. Le GH6 a évidemment aussi des modes de ralenti, du slow motion, et notamment une grosse attente au niveau du slow motion sur la 4K 120, puisqu'on a désormais de la 4K 120 en 10 bits. Alors on a aussi des ralentis jusqu'à des niveaux assez extrêmes, 240, 300 images secondes si on passe en Full HD. Mais voilà, on a cet accès à la 4K 120. Et j'en profite pour préciser, puisqu'on a eu la question de Grégory sur la disponibilité du RAW dans le boîtier, via la mise à jour justement qui concernera notamment l'enregistrement SSD, etc. Vous allez pouvoir aussi accéder à la 4K 120 en RAW via les écrans Atomos. En ProRes RAW. Oui. Alors Romain, j'ai vu tout à l'heure tes gros yeux, parce qu'en fait pour toi c'est ça la caractéristique principale, c'est le 4K 120. C'est l'une des grosses caractéristiques, en tout cas l'une des grosses nouveautés, parce que la 4K 120, ça amène vraiment la possibilité de faire du slow motion x5 lorsqu'on est en 24p. D'ailleurs, je réponds à la question qu'on nous a déjà posée. Il y a des gens qui le trouvent qu'en 100p lorsqu'ils sont en 25, donc en PAL, parce qu'il y a la fréquence. Ouais. Vous pouvez régler donc la fréquence des GH comme d'habitude. Vous avez le NTSC, vous avez le PAL et vous avez le mode cinéma 24 Hz. Il faut se mettre en 24 Hz, donc en mode 24p, le mode 24 Hz du GH pour trouver le 120. Donc c'est pas du VFR, c'est vraiment, vous allez avoir dans votre liste des résolutions, vous allez avoir définition, vous allez avoir 4K 120p. Donc c'est vraiment du x5. Moi j'ai fait mon montage, ma vidéo, je l'ai faite en 24, j'ai tout filmé en 24. Et donc pour tous mes slow motion sphériques, j'étais en 4K 120. Et je voudrais quand même juste préciser quelque chose qui est très important par rapport à la 4K 120 que je n'ai pas forcément dit, mais je veux insister sur la qualité de ce mode-là. On a du vrai slow motion x5, donc en 24p, enfin 24 Hz. Donc on est en 4K 120p, 420 10 bits, et vraiment, c'est bluffant au niveau du piqué, au niveau des couleurs, parce qu'on est quand même en 10 bits, même s'il y en a qui disent 420, c'est pas assez par rapport au 422, je peux vous dire que j'ai poussé mon étalonnage à ce niveau-là. On a vraiment beaucoup d'informations. On n'a pas, comme on a pu voir sur certains modes slow motion, du noise, des choses comme ça, vraiment très très bonne qualité. Le 4K 120, c'est bluffant. Donc moi, je trouve que c'est l'une des plus grosses nouveautés du GH6. Et justement, on a Kevin qui nous a demandé quels étaient les meilleurs réglages pour vous pour enregistrer la 4K 120. Il n'y en a pas parce que c'est quasiment bon en fait. En fait, on rec, bien sûr, on fait la règle des 180. On rec, c'est d'excellentes factures directes, quoi. Très honnêtement. Il n'y a pas besoin de, comme on faisait avant, rajoute un peu de la light, etc. Non, voilà, franchement, c'est d'excellente qualité. Une parenthèse, quand Romain parle de règle de 180, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez définir votre vitesse d'obturation. Plutôt que de l'avoir en vitesse, vous allez pouvoir l'avoir en angle. Et dans le cinéma, mais évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent maintenant, mais on continue de le répéter pour ceux qui débarquent un peu dans l'intention de faire les images le plus cinoches possible. On va toujours doubler la cadence d'enregistrement pour obtenir la vitesse d'obturation. Et en fait, c'est très simple, surtout quand on passe d'un format d'enregistrement, d'un mode à l'autre, que parfois on est à 25, parfois on est à 50, parfois on est à 120 ou à 100. En fait, l'appareil, si on se règle en angle ISO plutôt que angle vitesse, du coup, il va effectivement adapter systématiquement la vitesse d'obturation. On lui met 180 et du coup, il va doubler donc à chaque fois la vitesse d'obturation. Et donc, pour reprendre l'exemple de Bernard, si vous êtes à 25p, il faudra vous mettre à 1,50 en vitesse. Si vous êtes à 50p, il faudra vous mettre à 1,100. On va dire que c'est la règle qui fonctionne bien en termes de motion blur, donc de mouvement. Bouger, quoi, pour les flux bouger. Et donc voilà, et les boîtiers comme ça, professionnels, entre guillemets, avec tant d'options, vous permettent de vous mettre à 180, donc vous réglez un shutter à 180 et vous ne vous souciez plus du tout de ce côté-là, de vitesse shutter. Lui, il va adapter, il va tout le temps doubler. On a reçu une autre question plus précise sur la 4K 120 qui concerne le pixel binding. Est-ce qu'il y a du pixel binding sur la 4K 120 ? A priori, on est plutôt sur du downsampling en fait depuis la 5.7. Voilà. C'est pour ça, et ça explique la qualité. C'est du downsampling du coup ou downscaling, de la 5,7K, enfin de la partie 5,7K, et ça explique la très belle qualité du 4K 120. J'insiste là-dessus. Ça marche.
On va continuer dans les gros specs du GH6 avec une caractéristique que vous utilisez beaucoup tous les deux et qu'on va retrouver dans vos vidéos, qui n'est autre que l'anamorphique. Alors ça peut paraître anecdotique, mais on va vous entendre sur le sujet. Donc le GH6, il enregistre en mode anamorphique en interne, à la fois en 5.8K et en 4.4K, toujours en 10 bits. Et puis alors les deux avantages qu'on a sur ce mode-là avec le GH6, c'est la première dont Romain a déjà un peu parlé sur la stabilisation, puisqu'on va pouvoir adapter, informer le boîtier de l'objectif qui est utilisé pour qu'il puisse adapter la stabilisation au ratio de l'objectif. Et le deuxième avantage sur le GH6, à la manière de l'affichage des luttes, pour avoir cet aperçu, on va avoir la même chose sur l'image anamorphique, puisque comme vous le voyez à l'écran, voilà, derrière moi, vous avez en fait, quand vous enregistrez en anamorphique, vous avez une image qui va être complètement étirée, ou plutôt qui va être enregistrée de façon déformée, voilà, et qui va ensuite être réétirée en post-production. Le principe du GH6 et des Lumix S aussi d'ailleurs sur ce même mode, c'est de pouvoir visualiser directement sur le boîtier, d'avoir un aperçu de l'image qui va être déjà ce qu'on appelle desqueezée, donc réétirée au bon format pour vous permettre de cadrer tout simplement bien vos images. Le point. Voilà, c'est ça. Donc vous l'avez utilisé tous les deux, Bernard. Oui, tout à fait. C'était vraiment... on sait vraiment que l'anamorphique est vraiment purement dans l'ADN des GH, ça depuis toujours. Et maintenant le mix en général. Oui, c'est ça. Et surtout, je dirais, avec le format 4 tiers, c'est tout à fait le format adapté pour l'anamorphique. Effectivement, comme l'a dit Romain, on a tous les outils qui sont prévus pour. On a effectivement tout le choix qu'on peut envisager, le 1.30, 1.33, 1.5, 1.8 et 2.0, qui est vraiment le standard dans l'industrie du cinéma. Alors, là, par exemple, Romain a un 2.0, moi j'ai un 1.5. Celui que j'ai utilisé pour mon film, ça c'est ce qu'il a utilisé pour son film. On peut faire vraiment tous les types de montages exotiques avec des scopes comme ce qu'on a, ou alors des lentilles anamorphiques dédiées. Voilà, là dans mon cas, j'ai utilisé le Semilux 25 avec un scope 1.5 de chez Evascope. Et c'est avec ce montage-là que j'ai fait le petit clip que vous allez voir. Vous allez voir un extrait à l'instant. Alors pourquoi? Moi j'ai shooté en 4.4K, contrairement au choix que Romain a fait. D'abord je vais du 50p pour avoir mes ralentis de moitié au niveau de l'image. Donc je choisis 4.4K en 50p. Et aussi parce que si je montais à 5.8K, pour le coup en anamorphique on est à 5.8K, mais en fait avec le Semilux, j'avais un vignettage au niveau de mon image, forcément, puisque là, il prend l'entièreté du capteur 4 tiers, et dans ce cas-là, je vignettais. Alors, la solution est très simple. Dans mon cas, il suffit effectivement, comme Romain, j'en ai un d'ailleurs, un Helios, j'utilise l'Helios, je le monte sur les Evascope et c'est parti. Mais dans ce cas-ci, vous allez voir au travers... Alors, t'expliques juste pourquoi, parce que ça, c'est un 25 mm, et l'Helios, c'est un 58 mm. Voilà, exactement. Et donc, du coup, en fait, moi, pourquoi j'ai fait ce choix-là aussi avec le Semilux, parce que, et on va le voir dans des captures d'écran, j'ai un piqué qui est vraiment incroyable. Alors que c'est souvent là où pêche l'anamorphique. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a une image qui est un peu softée. Même quand on est net au niveau du focus, on a une image un peu softée. Alors que là, j'ai vraiment, même à pleine ouverture, j'ai vraiment une image qui est très piquée. Là où j'ai mis mon point, c'est vraiment super sharp. C'est aussi parce que c'est un setup moderne. C'est-à-dire que c'est un objectif Lumix ultra piqué, c'est le 25-4, ultra piqué, on le sait tous. Et ça, c'est un objectif anamorphique qui se vend encore, c'est un Evascope. Et du coup, c'est très piqué. Alors moi, je suis plutôt dans un peu la vieille école. Dans l'effet cinéma, finalement. Ça. Laurent, tu peux mettre voilà. Donc là, on a un Helios. Donc ça, c'est un adaptateur M42 micro 4 tiers pour pouvoir mettre donc, le Helios. Le Helios, c'est un 58 mm f2. C'est une vieille optique qui vous fait déjà un bokeh qui est vraiment... c'est le twirling bokeh, c'est ça. Enfin, c'est un bokeh presque qui s'écroule derrière les personnages. C'est le bokeh tournant, quoi. Enfin, bref, un beau bokeh déjà. Et après, ici, donc, on a la lentille anamorphique. On a donc l'adaptateur anamorphique qui est un Kowa 8Z. Et donc, c'est l'équivalent du 16H, pour ceux qui connaissent. Il y a une bague adaptatrice ici. Et ça, c'est quelque chose que je mets devant mon setup pour avoir ce qu'on appelle le single focus, donc la possibilité de faire un seul réglage de focus, parce que le problème d'anamorphique, c'est que souvent on doit régler et le focus sur la lentille, ce qu'on appelle la taking lens, la première lentille, le premier objectif, et également sur l'adaptateur anamorphique. Donc ça devient vite un casse-tête. Donc la solution, c'est qu'on se met à l'infini ici sur la taking lens,
on se met à l'infini ici sur l'adaptateur anamorphique et on a un adaptateur comme ça, enfin un single focus anamorphique. Ça, c'est un Rapido FVD 16A. Et voilà, et du coup, ça simplifie en fait la prise de vue. Et donc ça, c'est un montage x2 par rapport à ce que disait Bernard, x1.5. Alors, moi, tous les plans que j'ai fait dans le clip, quand on va voir les extraits tout à l'heure, j'ai fait tout à main levée. En fait, là, c'est pour ça que j'ai ramené mon setup. C'était vraiment comme ça, j'ai tout travaillé à main levée, mais je travaille toujours à main levée, ou en tout cas dans la plupart des cas depuis le GH5, en fait. Encore une fois, par rapport à la stab. Et c'est assez génial de se rendre compte, effectivement, Romain l'a abordé tout à l'heure, on a une stab qui est dédiée à l'anamorphique. Évidemment, si on regarde, voilà, je ne sais pas si ça se voit, mais on a vraiment un ovale, en fait, au niveau de l'optique anamorphique. Okay, et en fait, cet ovale va effectivement contrarier, entre guillemets, la stabilisation sphérique. Ouais. Donc, du coup, on retrouve une stabilisation dédiée. C'est vraiment énorme. Je trouve que ce soit implémenté dans ce genre de boîtier. C'est vraiment génial. Ça, à ce niveau-là, c'est vraiment top. Et alors, un autre point aussi très important, c'est que là, on a vraiment des montages tout à fait, je disais le mot tout à l'heure, exotiques. Voilà, ça, je sais pas, on peut trouver ça sur eBay à 70 €, une optique comme ça. Ouais. Après, les montages, parfois, ça peut monter en fonction des modèles. Celui-là est assez cher. Je crois qu'on est aux alentours de 2500 € pour ce scope. Mais comme Romain l'a dit, c'est un truc tout à fait récent, etc., qui est vachement bien fini. Simple d'utilisation. Super simple parce que c'est un single focus. Il y a le single focus. On a tout de suite le focus ici. On ne doit pas monter par des bagues. Mais surtout, là où je voudrais insister, c'est que on a tout de suite, avec ces optiques anamorphiques, un rendu cinoche. Vraiment, de par le format, de par le bokeh, de par le fait que, en fait, on a par exemple un 50 mm en hauteur, mais on a un 25 mm en largeur. Et ça change vraiment la donne. Donc, on va pouvoir faire des shots dans un endroit exigu, par exemple. Embarquer dans une voiture, par exemple, à 50 mm ne permettrait pas de faire le plan. Mais alors, du coup, avec un 50 mm anamorphique, on va pouvoir le faire parce qu'on a 50 comme ça, mais on a 25 comme ça. C'est vraiment énorme. Et puis, on voit apparaître sur le marché toute une déclinaison de marques qui commencent à proposer des montages abordables financièrement. L'anamorphique devient accessible. Sirui s'y met vraiment sérieusement. Et ce qui est vachement intéressant, c'est les objets carrément. Donc, c'est des objectifs. C'est-à-dire que ça remplace tout ça. Des objectifs un peu orienté ciné, quoi, vraiment anamorphiques, qui sont en train de faire pour la ligne des S, justement, donc S1, S1, etc. Donc voilà, le montage, la monture L, maintenant, va avoir quand même de beaux jours au niveau de l'anamorphique, et si vous voulez faire de l'anamorphique, franchement, avec un SRH, c'est vraiment énorme. Et donc, du coup, ce que propose aussi le SRH, c'est de se mettre justement en 4 tiers, enfin bref, tout est vraiment respecté pour faire de l'anamorphique chez Lumix. Et après, je voulais aussi insister, parce que c'est vrai que Bernard... il dit qu'il fait les prises de vue à main levée, un peu comme moi, etc. Après, voilà, justement, la combinaison avec l'écran qui pivote dans tous les sens, mine de rien, enfin voilà, ça donne un confort quand on fait la prise de vue qui est vraiment énorme. Donc, on peut shooter dans tous les sens. Et pour rebondir là-dessus, au passage, le GH6 a un autre grip au niveau de la poignée. Mais là, franchement, c'est énorme. Ça change la donne par rapport à un GH5. On a tous plus ou moins des grosses paluches là, et franchement, ça change le truc. Je ne sais pas si à nouveau on peut voir la prise en main, mais vraiment, c'est super. Et donc, si on revient sur l'anamorphique pour finir, en plus, là, j'y pense parce que Romain, tu utilises une optique x2. Le micro 4 tiers, à l'origine, est le format qui est adapté. En fait, le 4 tiers va nous permettre d'avoir justement le ratio parfait de 39 au final, avec, si on utilise donc un ratio anamorphique de x2, on va prendre du 4 tiers, et en fait, on va filmer large avec de l'anamorphique. Ça va nous faire donc... quand on voit l'image, alors donc c'est là où il faut qu'on en parle aussi, le desqueeze interne à la prise de vue, mais aussi quand on revoit les images, ça nous permet donc de faire notre point. Donc tout est desqueezé comme on va le faire en fait finalement en post-production. Ça c'est hyper important, c'est juste indispensable d'avoir ça. Et voilà. Et donc moi j'ai tourné en 5,8K parce que là c'est full capteur, 24p, il fait même 48. Et du coup, pour faire des légers ralentis. Donc voilà, gros avantage à ce niveau-là. Moi, je me suis éclaté avec l'anamorphique du GH6 à Miami. Eh ben, on va le découvrir justement tout de suite. On va regarder ta vidéo et puis si tu as des. Et juste petite précision, en fait, c'est simplement que c'est un mix en gros. Le sphérique, ça va être vraiment fait au 12-35, du 4K 120, un peu du slow motion. Et après, sinon, c'est de l'anamorphique pour faire vraiment un mix avec le cinéma. Eh ben, allez, on découvre ça ensemble alors. Donc on est à Miami, c'est ça? Donc là, j'étais sur la plage juste à côté de Shot Drive, à Miami, exactement.
Là, voilà, ça c'est le genre d'exemple qu'on a pour le 4K 120 avec le gimbal. Ça, on me pose souvent la question, c'est vertigo effect, c'est-à-dire qu'on recule à la prise de vue et après on zoome en post-prod. Ça, c'est des prises de vue hélico, donc tous les plans aériens que vous allez voir, c'est hyper important. Tous les plans aériens ont été faits avec le GH6 d'un hélico et il y a 0 drone. C'est vraiment, enfin voilà, il fallait jouer le jeu aussi, entre guillemets, montrer vraiment le GH6, les images du GH6 et pas d'un drone. Donc voilà, là c'est un autre vertigo effect. Et après là, on attaque un peu, donc il y a le quartier des graffitis, tout est en anamorphique, là vous le voyez vraiment, le flair tout à fait spécifique de l'anamorphique. Et puis là on découvre la bête aussi, la Oldsmobile Cutlass 442, avec laquelle on s'est régalé. Je me suis régalé à shooter cette voiture-là. C'est vraiment un bijou, quoi. Et du coup, bah voilà, là vous avez un mix entre de l'anamorphique, tout ça c'est de l'anamorphique. Dès qu'on voit que c'est un petit peu, entre guillemets, j'aime bien dire cradé ou un peu sali, mais juste comme il faut, bah, c'est de l'anamorphique. Ça c'est de l'anamorphique aussi. Et pareil, j'étais dans la voiture là, en anamo, et j'ai alterné bien sûr avec des plans d'hélico, comme ça, pour le côté situationnel. Et ça donne vraiment un rendu cinéma, on a presque l'impression d'être dans un court-métrage là. Complètement, et il faut, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a deux choses en anamorphique. On va avoir les flares c'est les traits face à la lumière, voilà, on en voit un, donc ça poursuit la lumière finalement. Si vous avez une source lumineuse, vous allez avoir un trait qui s'en dégage, très marqué, donc ça c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est le bokeh. Le bokeh pour moi c'est le plus important maintenant en anamorphique, plus que les flares. Et des fois d'ailleurs il y a des lentilles, voilà. Là on voit vraiment le flair exagéré, enfin exagéré. Il n'y a rien rajouté en post-prod, hein. C'est vraiment mes lentilles qui font ça. Mais par contre, parfois, il y a des lentilles qui veulent essayer d'en faire trop. Je parle surtout des lentilles un peu modernes, de certains constructeurs modernes. Mais ce qui est vraiment important, c'est le bokeh anamorphique. Et c'est pour ça qu'on voilà, là on le voit typiquement. On voit le bokeh anamorphique. Vous ne pourrez jamais avoir ce rendu-là en sphérique. Et moi, quand je regarde les films, ça me frappe tout de suite. Je vois que c'est en anamorphique. Et justement, on voit la différence entre du 1.33, du 1.5. Bah, peut-être pas après, mais je vais introduire un 33 et du x2 si on pose la question. Bah, clairement, vous verrez la différence. Ce sera à ce niveau-là, ce sera au niveau du bokeh qui sera vraiment plus marqué avec du x2. Donc voilà, après les flares, là on voit même qu'il y a plusieurs un peu défauts dans les flares. Et en fait, il y a aussi la lentille, la taking lens que j'utilise, la Helios, qui a déjà, voilà, qui va nous apporter en fait vraiment ces flares à elle, et puis bah, après vous avez l'anamorphique qui est rajouté. On voit aussi, là j'y pense, mais on voit l'effet de la stabilisation aussi. Complètement, ouais. Donc il y a des plans, tous les plans que vous voyez de la voiture, là j'étais dans une autre voiture avec un stabilisateur, et sinon la plupart des autres plans c'était à main levée. Parce que le trépied c'est très rare, alors bien sûr l'intro de la voiture, ça va être fait avec un slider, parfois avec le gimbal aussi, mais souvent c'est ce que j'aime dans ces boîtiers-là, ce côté run and gun, l'inspiration elle vient et ça va être là, maintenant, ici, ça, et c'est ce que j'aime avec ces boîtiers. On cadre et on shoot, et la stab elle est énorme. Tout le monde le dit, hein. Il y a même certains qui avaient des doutes sur, enfin voilà, il y a des retours et la stab elle est hallucinante. Et tu gardes la spontanéité dans ton shooting aussi. Complètement, ça enlève des contraintes. Complètement, parce que sortir un trépied et tout ça, c'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr. On va découvrir ta vidéo, Bernard, dans un tout autre monde. Et puis bah, pareil, on sait nous expliquer comment tu as travaillé avec le GH6 sur cette création. Donc là, on est en présence d'une ballerine. Oui, tout à fait, une danseuse étoile. Donc vraiment, je dirais, comme on les appelle, les prima ballerina, donc les solistes en fait, mais au-dessus de la soliste, puisque la soliste intervient parfois dans des ballets, mais la danseuse étoile, tous les opéras, tous les ballets ont une danseuse étoile, là, c'est une. Ça m'a même un peu compliqué les choses dans le sens où c'est pas des gens qui sont vraiment très disponibles, qui voyagent beaucoup. Donc voilà, j'ai eu 2 fenêtres, deux journées où j'ai pu travailler avec elle. Mais là, au passage, dans les plans qu'on voit là, justement, c'est très intéressant, notamment celui-là, par exemple, de voir le piqué que j'ai dans les cheveux ou au niveau des plumes, dans la coiffe. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est la conjugaison, je dirais, d'éléments comme le semi-lux, comme l'a dit Romain, c'est une optique excessivement piquée. Avec le Nopticron 42.5, ça fait partie de mes optiques micro 4 tiers que je préfère vraiment.
et conjugué avec l'Evascope, j'ai vraiment un rendu assez incroyable au niveau du piqué. Et effectivement, ce type d'image complètement étirée, en fait, il faut bien comprendre que, comme tout à l'heure on a évoqué la règle de 180 degrés, ben, tout ce genre de choses font en fait référence à nos inconscients collectifs. En fait, on a tous grandi avec finalement un cinéma qui respecte certaines règles dont on n'a pas nous décidé en réalité. Hein, ça remonte même à Thomas Edison avec 1/48e de seconde. Donc toutes ces règles-là, que ce soit à un moment donné quand ils ont décidé de shooter avec des lentilles anamorphiques sur un film 35 mm, etc., c'est toutes des décisions qui ont été prises. Mais nous, on a tous grandi en fait avec un cinéma qui est comme ça, étiré, avec un bokeh spécifique, avec les flares, avec les bandes noires, avec les flares qui sont spécifiques. Donc tout un certain nombre d'ingrédients finalement qui nous ont conditionnés. C'est pour ça que je parle d'inconscient collectif. Qui nous font penser au cinéma. Oui, complètement, voilà, c'est ça, exactement. Et donc en fait, si je parle de ça et que je pense que c'est important de le dire, c'est parce qu'on commence à parler, d'ailleurs, c'est très présent dans le GH6, quand on parle de HFR, donc High Frame Rate, et une tentative d'ailleurs avec la suite des Seigneurs des Anneaux, je ne me souviens plus lequel, mais qui a été shooté en 48 images par seconde et projeté à 48 images par seconde. Moi, j'ai trouvé ce film totalement indigeste. Dès les premières secondes, j'avais l'impression de voir... à regarder. Ah oui, bah voilà, on est d'accord. J'avais l'impression, j'ai été le voir au cinéma, j'avais l'impression de voir des espèces de marionnettes, de pantins comme ça. Vous pouvez voir le décor. Moi, j'appelle ça l'image caméscope. Voilà, mais ok. Qui nous dit que dans 10 ans, peut-être que la norme, ce sera ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une génération d'adolescents, par exemple, qui grandissent aujourd'hui avec des jeux vidéo qui sont à 60, 120, etc. Donc du coup, eux, ils vont grandir avec un esthétique qui ne sera pas celui que nous, on a connu. Et puis du coup, effectivement, peut-être que dans 20 ou 30 ans, la norme ne sera pas celle du 24 images. Non, je dirais... mais le cinéma, avec son 24p, a résisté jusqu'à maintenant. Mais c'est pas impossible. Moi franchement, voilà, j'espère que non. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, une parenthèse, effectivement, il faut comprendre que tout ce que nous, on essaye de faire, nous et tous les autres d'ailleurs, hein, tout ce qu'on essaye de faire, c'est aller rechercher tous les ingrédients qui font les caractéristiques d'une image cinématographique. On essaie de les réunir, mais il faut savoir aussi que ce type de boîtier-là est prévu aussi pour le HFR. Hein. On peut faire du high frame rate et donc faire des cadences effectivement hautes. Et là, du coup, on n'a plus du tout les mêmes flous de bouger dont on parlait tout à l'heure. Alors, on va enchaîner sur... on va terminer avec la vidéo. On a vu les principales specs que regroupe le GH6 aujourd'hui. On a reçu une question de Samy qui nous demande si aujourd'hui filmer en HLG est devenu pertinent avec un GH6. Alors, très clairement, pour moi, c'est pertinent, aussi pertinent que celui qui voulait faire de la photo en HDR. C'est aussi simple que ça. Quelque part, pour moi, l'HLG, bah oui, c'est pertinent si tu as envie d'avoir une image. C'est les goûts. Voilà, c'est ça, c'est une question de goût. Moi, perso, c'est là, je ne l'ai jamais utilisé. Vous l'utilisez pas? Non, pas du tout. Moi, j'aime pas ça. Donc, en fait, moi, mon raccourci aussi, c'est un peu. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais je donne juste mon avis. C'est un peu anti-cinéma, anti-ciné-look. Et alors que justement, je fais beaucoup d'efforts pour avoir l'image que je voudrais avec de l'anamorphique, avec justement. Du Vlog. Le Vlog, c'est hyper désaturé, et donc ça laisse vraiment beaucoup de latitude en post-prod, etc. Et le HDR, il y en a qui vont dire ouais, mais non, c'est juste de la dynamique. Non, mais enfin, moi, je suis désolé, toutes les images HDR que je vois, elles sont pour moi trop, entre guillemets, flashy. Donc très, très saturées, et je reconnais un peu à chaque fois les images HDR, quand je les vois, personnellement, encore une fois, je n'aime pas trop. Après, on en parlait avec Bernard, voilà, c'est une question de goût. C'est donc pertinent ou pas. Il n'y a pas de pertinence, c'est juste une question de goût. Ouais. Maintenant, c'est une technologie qui est intéressant aussi. Hein. Il y a certains films qu'on a déjà vus où c'est une espèce de démonstration de style, de la puissance du Hybrid Log Gamma, donc du HLG, qui est quelque part un peu le cousin du Rex 2020, donc le vrai format. Et effectivement, c'est très impressionnant et c'est pas inintéressant non plus. Mais comme disait Romain, nous on est beaucoup plus dans une veine, comme beaucoup d'ailleurs, la plupart d'entre nous, où on essaye d'être au plus proche de l'esthétique Cinoche. Et c'est pas ce qu'on trouve. Après, si on montre combiné du HLG avec et un étalonnage ciné, mais après le problème c'est toujours le même. Il faut bien penser que c'est un workflow particulier et faut pas que les gens oublient qu'il leur faudra un écran HDR pour pouvoir étalonner et visionner, etc. Ouais, donc après c'est pareil. Les gens, si on leur met la vidéo
à dispo, si tu veux vraiment profiter du rendu, théoriquement, il faut aussi un écran HDR. Donc les télés le proposent, mais pas tous les écrans d'ordinateur. Voilà. Alors l'intérêt par contre du HLG, c'est que quand on va diffuser par exemple sur YouTube un fichier HLG, il va automatiquement s'adapter. Ce qui n'est pas le cas d'un fichier rectangle. Là, dans ce cas-là, le HLG va s'adapter. On regarde si ici sur YouTube c'est diffusé sur un écran HDR, la personne va pouvoir le voir en HDR, et si c'est sur un écran standard, il va le voir en standard. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas inintéressant non plus, mais pour certaines applications. Mais maintenant, on ne peut pas vraiment parler pour répondre à la question de Samy, on peut pas vraiment parler de pertinence, c'est plutôt de choix. C'est des choix. C'est des goûts. Alors, on a reçu une autre question de Yannick cette fois, qui nous demande justement s'il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées pour améliorer le workflow et le tri des rushs sur le GH6. Workflow, suppression, etc. Enfin, il y avait les histoires de favoris, ça n'a pas trop évolué, pas bougé. Par contre, il y a une nouveauté dans le menu donc clé à molette, carte. On a la possibilité, en fait, dans le nom du fichier vidéo maintenant, de passer en style ciné. Donc encore une fois, on voit que c'est une caméra qui est professionnelle, qui se professionnalise encore avec ce genre de choses-là, où on a la possibilité donc d'attribuer donc étiquette de volume de carte mémoire, dossier de destination, là il va tout nous indiquer. Et après, une fois qu'on se met en style ciné, il nous met simplement un avertissement. On descend, on a un nouveau menu qui était grisé avant, donc il faut bien l'activer d'abord dans le nom du fichier vidéo. Et réglage fichier style ciné, vous avez la possibilité de mettre index de l'appareil, numéro de la carte suivante, etc. etc. Donc voilà, ça c'est une nouveauté au niveau du workflow. C'est lorsqu'on utilise plusieurs caméras. Et donc sa deuxième question, la deuxième, elle va concerner plus l'ordinateur. C'est aussi Yannick qui nous l'a posé, nous a posé deux questions. Sur vos ordinateurs justement, finalement quelle configuration vous avez, quels ordinateurs vous avez pour pouvoir gérer les fichiers du GH6 qui vont forcément être plus imposants. Parce qu'on a 1 heure, 1h30 pour en discuter. Alors, ça c'est plutôt pour eux, hein. Moi ça va, je suis bien là. Bernard, le Mac Pro, bien gonflé en tout ce qu'il faut en fait. En gros, je dirais le haut de gamme chez Mac, quoi. Là ça avale tout. Après, bien sûr, si t'es Mac, quoi. Après, en PC, voilà, comme d'hab. Non, mais on a dit ordinateur, non? Hein? On a dit ordinateur. Mais voilà, un bon pros, un Core i9 ou un Core i7, il vaut mieux un Core i9, une bonne carte graphique. Les disques durs, on n'en parle même pas, hein, comme d'hab, c'est du SSD obligatoire. Mais en tout cas, après, nous, on travaille sous Mac. Moi, je travaille sous Mac, j'en suis vraiment très content. Je travaille avec Final Cut pour le montage, pour l'étalonnage, un peu de DaVinci Resolve. Mais en tout cas, ce qui a changé la donne, c'est clairement la nouvelle puce M1 des Mac. Il y en a plein qui commencent à se tourner vers Mac, qui n'étaient pas pro Mac avant, hein, mais le rapport qualité-prix d'un MacBook Air M1 vous permet de monter de la 4K. Pour répondre, je pense, plus spécifiquement à ces questions, il se demande si les fichiers sont vraiment beaucoup plus lourds. Le ProRes, il faut vraiment comprendre que ça va amener de la légèreté. Voilà. C'est lourd en termes de poids de fichiers, mais par contre, ça va être facilement géré par un ordinateur. Donc, il ne faut pas forcément une bête de course. Par contre, après, le H265, c'est le pire, c'est le plus compressé, et ça va demander vraiment un gros processeur, un gros travail au processeur. Donc là, il faut du Core i9, etc. Ou alors, donc justement, moi, je pousserai vers... si les gens veulent bien passer chez Mac, M1 et maintenant les nouvelles puces qui sont sorties, la M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra qui vient de sortir. Après, c'est pas les mêmes prix et tout, mais très honnêtement, les rapports qualité-prix pour une M1 Pro, M1 Max, il y en a plein qui l'avouent, ils le disent, que vraiment pour la puissance qu'on nous donne, il y a tout qui est faisable avec ce genre d'ordinateur. Donc voilà. Mais sinon, en gros, un bon pros, une bonne carte graphique, comme d'hab, c'est un peu avec ça qu'on va travailler. Il n'y a pas de grosse révolution à ce niveau-là, à part le H265 qui sera plus dur à gérer pour un processeur. Ouais. Ça dépend aussi du format, du mode d'enregistrement. Oui, complètement. Et le ProRes, s'il a la possibilité d'enregistrer en ProRes, ça passera tout seul. Ou le All-Intra. Ou le All-Intra, complètement. Je l'oublie souvent, le All-Intra. Tout à fait. C'est plus digeste. Allez, on va enchaîner. On quitte la vidéo quelques instants puisqu'on va parler aussi d'audio, évidemment, parce que l'audio, ça reste quand même un point important quand on tourne des vidéos. Et Lumix s'est penché plus précisément sur justement ce côté audio. Vous avez plusieurs nouveautés grâce au GH6. Vous avez notamment la possibilité d'enregistrer en 48 kHz en micro interne et externe. Et puis, vous avez accès à du Audio 13 en 96. Alors, c'était déjà le cas, mais il fallait utiliser obligatoirement le module XLR.
Et maintenant, vous avez aussi accès au ARS avec n'importe quel micro externe qui est branché en jack. Et puis, vous avez la possibilité désormais d'exploiter jusqu'à 4 canaux différents sur l'audio. On va y revenir avec Bernard. Avant ça, donc sur cette idée de 4 canaux, vous avez désormais la possibilité de choisir directement le canal que vous écoutez dans votre casque. Donc ça peut être le canal 1, le 2, le 3, ou le 2 puis le 3, ou le 1 plus le 4. Voilà, vous avez cette possibilité de choix. Vous avez également, Bernard va vous montrer à l'écran, un nouveau bouton qui est apparu sur le boîtier, qui est un bouton qui va vous permettre d'accéder directement aux informations de son, au micro. Il est un petit peu planqué par il est caché par la cage, on va montrer sur l'autre. Voilà. Ouais, c'est tout bête, mais c'est accès direct au réglage du son. Donc ça tue. Et donc, ce système de 4 canaux va tout simplement exploiter à la fois les deux entrées XLR que vous avez sur le module XLR, et puis les deux, alors soit les deux canaux du jack, soit les deux canaux qui sont liés au micro interne du boîtier. Ça va vous permettre donc d'enregistrer directement avec 4 canaux différents. Vous avez plusieurs cas qui sont présentés sur l'écran, mais ça vous permet notamment d'enregistrer un son de n'importe quel présentateur et puis d'avoir un backup qui est possible via un shotgun que vous avez par exemple sur votre boîtier. Et vous avez en plus de ça la possibilité d'avoir du coup un enregistrement de l'environnement de votre vidéo. Après, c'est pas que non plus le bouton, parce que le bouton, en fait, il vous donne accès à ça. Et vous avez en un clic l'accès à tous vos réglages. Donc en fait, c'est là où c'est vraiment le game changer, ça va être vraiment ça. Ouais. Et l'interface, quoi. C'est l'interface audio. Exactement. Vous avez la possibilité donc de régler quasiment tout et votre gain aussi, quoi. Enfin voilà, et en 2 clics. Donc c'est vraiment cool. Ouais. Bah, en fait, effectivement, comme tu le disais, Mathilde, le truc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on utilise le XLR qu'on utilisait déjà, que moi j'ai utilisé énormément de fois sur le GH5. C'est aussi le même XLR que j'ai utilisé sur la gamme S, sur la S5, S1H, etc. Ben, c'est le même accessoire qu'on va retrouver sous le GH6. Ça, je trouve ça franchement au passage un super point fort chez Pana, c'est que c'est pas parce qu'il y a un nouveau modèle qui sort que les accessoires qui fonctionnaient avec les autres ne fonctionnaient pas. C'est compatibilité. C'est pas ce qu'on retrouve toujours, sans citer de nom, chez les autres. Mais là, franchement, je suis très content de pouvoir utiliser mon XLR. Et là, pour le coup, effectivement, pour tous ceux qui font du documentaire, de l'interview, c'est pas vraiment ma spécialité, mais pour tous les face cam que je fais sur ma chaîne YouTube ou des choses comme ça, j'ai besoin de son. Et une de mes hantises, si je dois réaliser un interview par exemple, c'est d'avoir par exemple un micro-cravate qui est planqué et que quand j'écoute le son à la fin, je me rends compte que ça frottait tout le temps, des choses comme ça. Donc j'ai toujours essayé de doubler la prise de son. Et là, pour le coup, effectivement, comme tu l'as dit, on va pouvoir, grâce au XLR, utiliser, par exemple, encore un accessoire ici avec le mini jack. On va mettre un micro là, on va utiliser les 2 XLR. Bref, comme tu l'as dit, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir monitorer aussi, canal par canal, individuellement, ou tous ensemble, etc. Enfin, on voit qu'ils ont vraiment voulu, je dirais, renforcer cet aspect-là. Et on comprend bien que du coup, ça devient vraiment une espèce d'écosystème complet au niveau de l'image et au niveau du son, et comme l'a montré Romain ici, au niveau de l'interface évidemment simplifiée qui donne accès tout de suite au shortcut. D'ailleurs, cette interface-là me rappelle la position Q ici, qu'on a ici à l'arrière, qui est vraiment absolument génial. Le Q menu. Du coup, on a le Q menu et qu'on va pouvoir très rapidement venir faire. On va pouvoir la paramétrer, le menu. On va pouvoir paramétrer le menu ici. On va pouvoir paramétrer ici le menu avec ce qui nous importe le plus. En l'occurrence, moi j'ai mes réglages pour l'anamorphique, pour la stab, mes LUT évidemment, et mes réglages en termes de vidéo et profil, style d'image. Ouais. En fait, finalement, c'est exactement ce qu'on retrouve ici avec la fonction audio. C'est aussi une interface complète qui ramène tous les éléments pour l'audio. On est preneur à chaque fois de ces accès rapides. Et le petit truc, moi, qui m'a fait sourire, parce que moi, en fait, j'adore, c'est ils ont rajouté un mode custom. Donc, moi, je suis preneur. Plus on rajoute, mieux c'est. C1, C2, C3, maintenant, on a C4. Et ça paraît rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Parce que du coup, vous avez un mode haute résolution, par exemple, sur le C1, vous avez tout enregistré. Vous avez un mode slow motion. Enfin, je parle de... On peut se régler tout ça. Et moi, je me règle mon C1 comme ça, mon C2 en slow motion, mon C3 en autre chose. Le C4, maintenant, ça va être photo. Et on peut switcher d'un monde à l'autre. Ça fait gagner énormément de temps. D'un monde à l'autre.
Et c'est comme ça qu'on évite de rater ses shoots, c'est comme ça qu'on évite les erreurs, et ça, j'arrête pas de le redire à chaque fois. C'est vraiment en travaillant bien en amont son boîtier, en le connaissant bien et en réglant bien ses modes, là, vous évitez vraiment de vous planter dans vos tournages. C'est aussi l'avantage des Lumix d'avoir des boîtiers qui sont complètement personnalisables. Customisables. L'ergonomie, justement, alors je voulais montrer un petit peu, parce que je pense que ça intéresse les gens, différence GH5, GH6 vue de haut, parce qu'il y en a plein qui se posent la question. On voit le grip, on voit très bien le grip, la prise en main. Et là, l'ergonomie, vraiment mieux à ce niveau-là. Puis après, c'est bizarre, mais tout à l'heure, je l'ai repris vraiment côte à côte. Déjà, l'écran... on voit la diff au niveau, c'est bête, mais l'affichage, les polices d'écriture. Le S5, peut-être pour voir un peu. Ouais, S5. Voilà. Le S5 est plus compact, c'est marrant, et comme on disait tout à l'heure, presque ça nous manque ce gros grip qui est parfait. Alors après, c'est peut-être adapté à nos mains, mais voilà. Et donc, il est aussi gros parce que, il y a le ventilo. Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est la principale raison pour laquelle. Mais c'est vraiment un boîtier qui tient super bien en main. Voilà. On va revenir sur la photo, parce que Romain, tu as commencé à en parler un tout petit peu. Avant ça, on a reçu quelques questions sur l'autofocus, justement. Notamment, est-ce qu'il est vraiment performant? Et puis, on a aussi reçu la question de Sébastien qui nous demande si la fonction de focus limiter, donc on va expliquer, permet justement d'améliorer ses performances de l'AF. Ce qu'il faut savoir pour les utilisateurs de GH5 principalement, et même avant, c'est que l'autofocus qu'on retrouve dans le GH6 est issu à l'origine de celui qui avait déjà été largement amélioré dans les Lumix S, dans les pleins formats. Donc là, vous allez pouvoir en parler parce que vous l'avez testé. On est toujours sur un autofocus à contraste. La principale différence, c'est que cet autofocus-là va venir exploiter complètement le nouveau processeur, qui lui est beaucoup plus rapide. Et c'est ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus efficace finalement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne déjà sur cet autofocus, la fonctionnalité d'autofocus sur nos pleins formats, notamment la reconnaissance du visage qui a été améliorée, qui capte complètement l'iris, qui capte, quand il ne capte pas l'iris, le visage, c'est-à-dire que même si je tourne le visage ou si je suis de dos, il me voit quand même. Et puis qui bascule effectivement en silhouette. Oui, et quand il voit ni de visage ni de silhouette, du coup il bascule en 225. Zone. 225 et 315 maintenant sur le GH6. Ouais. Et ça, c'est vraiment le genre d'application que j'ai souvent montré quand je fais des masterclass. J'ai un sujet, je montre le visage, il montre le visage. Il n'y a plus de visage, il voit un corps, il voit une silhouette. Et quand je vais chercher par exemple un close-up sur une main ou quelque chose comme ça, il rebascule dans les collimateurs et ça fonctionne vraiment super bien. Et la nouveauté aussi sur le GH6, c'est que justement cette reconnaissance du visage, etc., elle est compatible avec tous les autres modes. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité que j'ajoute ou non, en plus de mon mode point précis, zone, etc. Et donc, pour répondre à la question GH5 versus GH6 en termes d'autofocus, est-ce que l'autofocus du GH6 est meilleur que le GH5? La réponse est oui. On sait clairement qu'il est tiré donc, de la ligne DS, comme tu l'as dit tout à l'heure. En 50-60, un S1H ou des choses comme ça, ou S5, est efficace en termes d'autofocus. Et là, le GH6, on sent qu'il y a eu vraiment une grosse amélioration par rapport à un GH5. Lorsqu'on reprend un GH5, on voit vraiment la différence. Après, avec Bernard, vous le voyez bien, on est des gens qui utilisent plus des optiques ciné, des optiques manuelles, etc. On ne dira pas que c'est un autofocus parfait, mais en tout cas, il a été amélioré par rapport au GH5, significativement. Mais après, on n'est pas des grands pratiquants de l'autofocus, mais on sait qu'il est meilleur. Alors, Ber, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. En fait, j'ai été séduit aussi par les améliorations qui sont arrivées, effectivement, avec le S5, par exemple. Là, c'est sûr, on a vraiment de manière notable une amélioration. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment une espèce de vase communicant dans la gamme, c'est très clair. Forcément, tout ce qui a été implémenté dans la gamme S, testé et implémenté par les ingénieurs, se retrouve là-dessus. Forcément, c'est sûr qu'il y a une différence avec le GH5, c'est une évidence. On a vu déjà d'ailleurs tourner pas mal de tests, c'est sûr que ça fonctionne beaucoup mieux. Oui, et puis il y a ces petites options justement, notamment le limiteur de focus dont parle Sébastien. Ça, c'est la possibilité justement d'indiquer à l'appareil de chercher le point uniquement entre telle position et telle position. Pour éviter justement les phénomènes de pompage dont on est parfois victime.
avec cet autofocus-là. Et là, du coup, c'est une solution. Ouais. En fait, en gros, comme le plan qu'on a là, par exemple, c'est un bon exemple, on pourrait très bien définir que une zone, quoi. Ça ne sert à rien d'aller faire le plan avant. D'aller chercher midi à 14h. Voilà, c'est ça. Ouais. D'aller challenger quelque part le focus. Voilà, peut-être que l'exemple n'est pas si bon que ça, parce qu'en admettant qu'on ait vraiment un paysage à l'arrière, on enlève de l'équation en allant utiliser ici, si tu me donner le top shot, le limiteur de mise au point, en fait, quand on va aller la régler, on voyait qu'il y a le limiteur à l'avant, limiteur à l'arrière, et du coup, on ampute complètement ces zones-là dans l'image en définissant que la mise au point doit être par exemple, sur 50 cm de profondeur, par exemple. Oui, c'est le genre d'outil en fait, qui pourrait encore améliorer les choses, ou en tout cas être utile dans certaines configurations. Ouais. C'est un plus. Je pense qu'ils savent que ça va amener vraiment une amélioration à ce niveau-là, et ça va éviter donc les pompages. Après, c'est pareil. Tout ça, bien sûr, ça fait un réglage de plus, on va nous dire. Mais il ne faut pas oublier que tous les boutons sont customisables. On peut l'attribuer à un bouton. Oui, pour avoir un accès très rapide. Voilà, si on veut avoir des bons résultats, on l'attribue et on fait un set. On l'active très vite. Voilà, et puis c'est pareil, on fait son set, on se prépare à l'avance, comme je disais tout à l'heure, et on se met sur du C1, C2, C3, etc. Pour bien sauvegarder ces paramètres, c'est important. En fait, c'est ça aussi l'importance sur les Lumix, mais comme sur n'importe quel boîtier, de vraiment préparer son boîtier à l'avance pour qu'il ait ces plusieurs modes personnalisés qui permettent de réagir son très boîtier vite. Et il faut le préparer. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que les gens qui découvrent sur un tournage, ça je sais pas, etc., c'est là où on va faire des erreurs. Si on connaît son boîtier, on va vite, on est efficace et vraiment on évite les erreurs. Allez, on va enchaîner et passer un tout petit peu sur la photo cette fois, parce que ça reste quand même un appareil photo, mine de rien, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le GH6 vient être amélioré sur deux caractéristiques principales. La première, c'est la rafale. On a un niveau de rafale qui va atteindre les 75 images par seconde en AFS, donc avec un buffer qui va aller jusqu'à 200 images. Et puis, si on est sur de l'obturateur mécanique, là, on va retrouver des niveaux à 14 images secondes et 8 images secondes en AFC. Il y a également sur cette rafale toujours un travail qui est fait sur le rolling shutter. C'était déjà le cas sur les autres boîtiers Lumix et c'est encore le cas sur le GH6. Ça se retrouve en vidéo aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est hyper important et on n'en a pas trop parlé. Et malheureusement, le pauvre GH6, on n'en parle pas trop, je trouve. Il y a des tests qui ont été faits et ils ont dit amélioration du rolling shutter énorme, vraiment énorme. Donc, parce qu'il y a des gens que ça dérange vraiment, qui sont très sensibles au rolling shutter et il y a des vidéastes, des filmmakers qui ne veulent vraiment pas de boîtier avec du rolling shutter marqué. Et là, le boîtier, le GH6 a été vraiment amélioré. C'est une des caractéristiques, une des grosses nouveautés, quoi. À retenir. Ouais. Encore une grosse nouveauté. Ouais. Et donc la deuxième grosse nouveauté, toujours en photo cette fois, c'est le mode haute résolution que vous avez déjà découvert sur le G9 notamment et qui est aussi disponible sur les Lumix S. Ce mode haute résolution, il va permettre d'apporter du 100 millions de pixels à main levée, parce que c'est ça l'importance sur cette fonctionnalité, à la fois en RAW et en JPEG. Cette photo, elle a été prise, donc cette photo qui est à l'écran a été prise par Olivier Lavielle, qu'on va retrouver, puisque comme je vous le disais, je l'ai rencontré, on a pu échanger un peu plus tôt sur la partie photo du GH6, et donc on se retrouve juste après. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour Mathilde. Olivier, tu es ambassadeur photographe donc pour Lumix. Tu es passé par de nombreux boîtiers puisque tu as commencé au Lumix G, tu utilises aussi du Lumix S, le S5 notamment. Et là, du coup, tu es reparti avec le GH6 sur les routes de Miami puisque tu es parti avec Romain lors du tournage de la vidéo. Et donc, on a découvert la photo qu'on a juste derrière nous qui est donc une photo prise au mode 100 millions de pixels. Ouais. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur la photo dans un GH6 et sur ce mode-là aussi. Alors là, la grosse surprise de ce boîtier, c'est ça, c'est ce mode 100 millions de pixels à main levée. On avait l'habitude des modes haute définition jusqu'à présent qui permettaient de faire des photos qui étaient très hautement définies. Malheureusement, il fallait se trimballer le truc insupportable que les photographes détestent, c'est-à-dire le trépied, puisqu'il fallait stabiliser la photo de telle manière que les micro-mouvements n'aillent pas impacter une ou plusieurs photos du mouvement du capteur qui allait assembler toutes ces photos pour en faire une photo haute définition. Donc là, on avait cette contrainte-là, on avait une autre contrainte qui était
que si le second plan, par exemple, de la photo incluait des arbres qui bougeaient avec le vent, eh bien, on se retrouvait avec des flous de bouger sur ces arbres-là. Donc, du coup, moi, ça m'obligeait à travailler avec ce mode-là, avec des très courtes, comment dire, plages de mise au point, où j'avais effectivement tout cet arrière-plan qui était mis dans le bokeh. Voilà, donc c'était des petites contraintes, on pouvait les contourner, mais finalement, on se retrouvait quand même emmerdé d'une manière ou d'une autre par ces contraintes-là. Hein. Il y a toujours une contrainte de toute façon dans le métier de l'image, et là, les contraintes de ce mode-là, c'était celle-là. Et puis là, quand le GH6 nous a été donné, on nous a dit, il y a un mode haute définition à main levée. Et donc on s'est dit, bon, ok, moi dans ma tête, je me suis dit comment ça peut bien marcher un truc pareil, quelles vont être les mauvaises surprises et quelles vont être les contraintes auxquelles je vais devoir faire face pour justement faire fonctionner ce truc-là correctement. Et la bonne surprise, ça a été que il n'y a absolument aucune contrainte. Hein. On le prend comme un boîtier d'appareil photo normal, on le branche sur le mode en question, on shoot, et puis il y a ce mouvement de capteur. Et puis peu importe s'il y a du vent ou pas, on se retrouve avec une photo qui est une photo parfaitement exploitable. À l'instar de cette photo-ci. Bon, alors là, évidemment, j'ai une très faible plage de mise au point, donc on pourrait croire qu'effectivement, ça aurait pu ne pas gêner l'arrière-plan ou quoi que ce soit, mais j'ai fait des photos avec des palmiers en plein vent, où effectivement, le feuillage du palmier est parfaitement défini, comme on s'attend à ce que ce soit sur une photo tout à fait standard. Donc là, on peut passer avec ce micro 4/3 sur un mode de photographie à 100 millions de pixels. C'est assez phénoménal à utiliser au final. Voilà. Oui, parce qu'on rappelle que ce mode, il fonctionne par mouvement de capteur, effectivement, lié à la stabilisation. Hein, c'est ce qui permet de contrôler le mouvement de ce capteur. Ça, c'est le deuxième vous avez 8 images consécutives en fait, qui sont prises et le boîtier va effectivement les exploiter au maximum. C'est pour ça qu'il y avait un risque, notamment dans les palmes du palmier. Voilà, parce que le temps qu'il fasse ce mouvement, évidemment, le palmier avait eu le temps de bouger. Et là, on a un logiciel qui est d'une performance absolument délirante, puisqu'il arrive à analyser correctement la photo pour justement compenser ça. Et je peux garantir qu'il n'y a aucun souci de flou de bouger, ne serait-ce que dans les feuillages d'un arbre. Donc là, c'est très compliqué pour un logiciel de faire la différence entre les palmes, les feuilles, etc., etc. Et bien là, ça marche parfaitement bien. Et ça, c'est dû en grande partie à cette architecture logicielle qui fonctionne très très bien, mais aussi à la stabilisation du boîtier GH6 qui est absolument phénoménale. Je sais que Romain en a parlé ou en parlera. Cette stabilisation, il y a vraiment un step de plus par rapport à ce qu'on trouvait sur d'autres boîtiers. Y compris sur les boîtiers plein format d'ailleurs. Là, on est sur une stabilisation qui a zéro défaut. Hein. C'est vraiment... je sais que quand on a été testé le G9, par exemple, on était descendu à la seconde à main levée. Là, j'ai pas eu l'occasion de descendre au maximum de ce que je pouvais faire pour vraiment imaginer ce que c'était. Mais rien qu'avec le mode haute définition, je peux dire que la stabilisation, elle est phénoménale. Et donc, de manière plus générale sur la photo, est-ce que toi, c'est un boîtier que tu utiliserais en photo, que tu conseilles en photo ? Alors non. Pas du tout. J'explique pourquoi. Il fait de la très bonne photo. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, il y a ce mode-là qui est phénoménal. Il y a le mode classique correctement éclairé à 200 ISO. On est très bien. On a un très beau piqué, il n'y a pas de souci. Le problème vient de l'architecture même du capteur. Voilà. Là, on est sur, à mon avis, ce qu'on peut mettre au maximum dans un micro 4/3, c'est à 25,2 millions de pixels. Plus on met de pixels dans un environnement clos comme la taille d'un capteur, en tous les cas le micro 4/3, et plus les photosites sont petits. Donc là, on arrive sur des photosites qui sont très petits. C'est très très bien géré sur de la vidéo. Voilà, parce que le paquet a été mis sur le mode vidéo. Par contre, sur la photographie, on arrive très rapidement à une limite que j'ai estimée être aux alentours de 600 ISO, ce qui est peu pour de la photo. Alors, ça permet de travailler du matin après le lever du soleil jusqu'au soir au coucher du soleil. Après, on commence à être très ennuyé. Donc, évidemment, si quelqu'un vient me voir et me dit « Tiens, moi, je suis photographe à 80% de mon temps, puis je fais un peu de vidéo avec le chien, le chat, papy, mamie, etc. Est-ce que je dois prendre cet appareil photo ?» La réponse est complètement non. Il y a d'ailleurs, dans la gamme de Lumix, des appareils photo qui font très bien le job en vidéo. Depuis la dernière mise à jour du G9, on a une arme de destruction massive en termes de vidéo qui n'arrive pas au degré du GH6, mais qui permet pour n'importe qui ferait de la vidéo en amateur confirmé, même semi-pro, de faire des choses très très bien, avec aussi un appareil photo qui là ne souffre d'aucun défaut. Encore une fois, il faut bien que les gens comprennent que l'artisanat photographique, puisqu'on parle d'artisanat, c'est-à-dire que c'est la faculté à pouvoir créer quelque chose de ses propres mains avec sa propre vision du monde, grâce à un outil, nécessite d'avoir un bon outil pour la bonne utilisation.
La chance qu'on a avec Panasonic, c'est que, bon, d'abord, tous les objectifs sont de très très bonne facture. En plus de ça, il y en a énormément d'autres qui sont compatibles, donc on n'a pas de problème à trouver ces objectifs-là. Mais la gamme des boîtiers est suffisamment large pour que chaque artisan puisse trouver son bon outil. Donc il faut que les gens connaissent particulièrement bien leur travail de photographe, leurs besoins en tant qu'artiste et choisissent le bon outil. Donc évidemment, si on fait beaucoup de photos, si le fond de son travail, voilà, la principale utilisation, c'est de la photographie, le GH6 n'est pas du tout adapté à ça. Pas l'outil. Voilà. Par contre, le G9, toute la gamme S, moi la gamme S, je suis complètement amoureux, le S5 c'est une merveille. Alors là, si on travaille beaucoup et qu'on sait qu'on a un goût pour les faibles luminosités, le S5 c'est le boîtier qu'il vous faut. Voilà. On en avait parlé sur une autre capsule qu'on avait fait ensemble. Vous avez pris une photo d'aurore boréale à 12 800 ISO à main levée à 4 secondes, à cheval sur 2 fauteuils dans le cockpit d'un avion, et ça avait sorti une photo absolument merveilleuse. Donc le S5, c'est vraiment ce qu'il faut quand on fait de la basse luminosité. Le G9, il se débrouille très bien, mais évidemment, c'est toujours la même contrainte du micro 4 tiers. On ne va pas pouvoir monter très très fort dans les ISO. Par contre, ce qui est bien sur le G9, c'est ça rafale. Il ne faut pas négliger le micro 4 tiers, jamais, parce que le crop factor du micro 4 tiers permet de monter des objectifs qui vont être moins onéreux que des objectifs plein format. Par ailleurs, quand on a besoin d'un 600 mm sur un plein format, on est obligé d'acheter un 600 mm. Quand on a besoin d'un 600 mm sur un micro 4 tiers, on peut acheter un 300 mm. Donc, pour faire de l'animalier, du sportif ou n'importe quoi qui nécessiterait de la longue focale, par exemple, le micro 4 tiers, c'est celui que je prends, moi, si je dois aller en Afrique, par exemple. Voilà. Mais sans hésiter une seconde. Alors, évidemment, après, au poil de cul près, on va dire oui, mais la profondeur de champ, t'as des dilatats. Bon, je vous garantis, quand vous shootez du sportif ou de l'animalier, la profondeur de champ, vous ne la cherchez pas à 1 mm parce que sinon, vous foirez toutes vos photos. Donc, quoi qu'il en soit, au travail à l'hyperfocale, sur un micro 4 tiers, on est très bien. Voilà. Donc, du coup, le GH6, non pour de la photo pure. Par contre, quand on est vidéaste et qu'on fait un peu de photos, c'est sûr que le truc se débrouille très très bien. Et le mode 100 millions de pixels, la photo qu'on voit derrière, les petites aspérités qu'on voit sur la carrosserie, là au niveau du point chaud au-dessus du phare, c'est effectivement les micro-rayures de la carrosserie. Voilà. Et ça, avec du 100 millions de pixels, on y arrive. Et donc, si on travaille en studio, par exemple, pour répondre vraiment profondément à la question du GH6... toi qui exposes aussi tes photos en galerie. Oui, voilà. Alors, les millions de pixels, ça ne sert qu'à une chose, c'est la faculté à pouvoir imprimer sur des grands formats. Voilà, donc il faut être bien clair avec ça. Si vous n'imprimez jamais vos photos, utilisez un iPhone, hein, ça marche très bien. Si maintenant vous imprimez vos photos, sachez que quand vous imprimez en A4, c'est du 8 millions de pixels. Donc vous voyez qu'avec toute la gamme de Lumix, vous êtes largement à l'aise, puisque vous pouvez cropper dans un 25 millions de pixels. Voilà. Et ensuite de ça, quand vous attaquez sur du 100 millions de pixels, ça va vous permettre ou de cropper vraiment lourd dans l'image pour pouvoir en tirer un détail parce que ça vous plaît ou que vous avez un intérêt à faire ça, ou que simplement vous êtes très mauvais en cadre, ça arrive aussi à tout le monde, même aux meilleurs, hein, il faut bien les choses comme elles sont. Ou alors, vous faites du packshot, vous faites de la publicité, vous avez un client, il vient, il dit, voilà, je voudrais vendre une basket, et donc vous mettez ça dans un environnement qui est maîtrisé en lumière, etc., sachant que vous avez cette contrainte de monter en ISO que le GH6 ne peut pas assumer au-delà de 800 ISO pour être large, voilà. Par contre, quand vous êtes bien éclairé comme sur un studio comme ça, vous mettez votre basket, vous mettez votre bazar à 100 millions de pixels, et là vous avez une photo que vous pouvez imprimer pour mettre sur Times Square sans problème aucun. Voilà. Donc là vous avez un outil qui vous permet de faire du packshotting, de la publicité, de la photo d'art, etc., à condition de bien comprendre la contrainte de cette gestion de la luminosité. Mais si vous ne rentrez pas dans ce domaine-là, là vous avez quelque chose qui fait du cinéma en image vidéo, et vous avez quelque chose qui va vous permettre d'aller sur de la publicité ou n'importe quoi d'ailleurs, parce que qui peut le plus peut le moins. Hein. Sachant qu'on rappelle que le niveau d'ISO dont tu parles, on parle bien de photos. On parle bien de photos, voilà. Moi, je vous parle de photos, je vous parle pas de vidéo, parce que je sais qu'il y a double ISO, plus un tas de... La plage dynamique boostée. La plage dynamique boostée, j'ai eu l'occasion de l'avoir fonctionné entre les mains de Romain. Je peux vous garantir que lui peut travailler sans problème sur des très forts ISO, sans que ça impacte la qualité d'image. Mais en photo, c'est pas un appareil photo qui a été fait pour aller dans ce domaine. Voilà. Clairement. Mais il y en a d'autres. Donc la gamme est large, il n'y a plus qu'à choisir le bon outil pour la bonne utilisation. Donc on retient S5 et G9, c'est à peu près ton conseil selon le capteur. G9 pour le micro 4 tiers, si vous avez un parc de micro 4 tiers, cherchez pas à comprendre, allez-y les yeux fermés, le G9 est vraiment merveilleux. En plus de ça, il fait de la très très bonne vidéo, donc là il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a aucun risque. Et le S5, il est plus petit d'ailleurs que le GH6, il est
très versatile, c'est un appareil photo qui sert absolument à tout, on n'a aucun problème. Et d'ailleurs, le S5, comme le G9, embarque aussi des modes haute définition. Il y a aussi des modes de résolution. Ils ne sont pas disponibles avec le mode haute résolution à main levée. Ça nécessite un trépied. C'est un truc de ouf. Hein. J'aimerais bien parler avec l'ingénieur d'ailleurs pour savoir à un moment donné quelle est la magie qui est derrière ça, parce que c'est bluffant. Enfin, ça n'est pas logique techniquement, mais ça fonctionne. Alors on s'en fout, mais finalement c'est. Ça restera un secret. Ben voilà, très bien. Merci beaucoup Olivier. Ben de rien, avec grand plaisir. Alors pour compléter le retour d'Olivier justement sur la photo, moi ce que j'aimerais savoir c'est votre retour sur un hybride, si j'ose dire, entre la photo et la vidéo. Finalement, est-ce que si je veux faire plus de vidéos et un petit peu de photos, est-ce qu'on garde quand même une polyvalence photo-vidéo sur ce boîtier ou non? Ah bah si, oui, moi je dirais clairement. Quoi. Après, quand tu vois comment t'amène le boîtier, tu comprends bien qu'on n'est pas trop sur photo avec ce boîtier, mais c'est sûr qu'il reste totalement polyvalent. Maintenant, comme l'a souligné Olivier, moi j'ai testé, dès que j'ai vu sur papier le 100 millions de pixels à main levée, je l'ai testé, d'ailleurs j'ai fait une petite capsule sur ma chaîne YouTube où je suis monté dans la montagne faire ces images de glaciers là, et c'est vrai que c'est franchement bluffant. Alors, on connaît la stabilisation du GH5 d'ailleurs qui est vraiment assez énorme. D'ailleurs on a des fonctionnalités avec une mire qui nous permet de voir le travail super impressionnant qui vient d'ailleurs DS. Effectivement, on a une mire qui nous permet effectivement de se challenger pour essayer de laisser le petit bouton vert au milieu de la cible. Et tant qu'on est dans la cible, ben on est stable. Et donc je me suis dit, ok, c'est vrai qu'ils sont costauds à ce niveau-là, donc à tester. Et donc j'ai été testé, et franchement, comme l'a dit d'ailleurs Olivier à ce sujet-là, le palmier qui était en mouvement qu'Olivier a fait, c'est vraiment totalement bluffant, visiblement, même quand il y a un petit peu de mouvement dans l'image. Faut expliquer aux gens quand même, avec 100 millions de pixels, on peut cropper, donc zoomer dedans. Énorme. Donc, oui. Bien sûr, un grand affichage ou du crop. Oui, et puis après, les applications sont évidentes. Le paysage, super léché pour, pour des expos, de la galerie, de posters, tout ce qu'on veut, ou de la nature morte. Et moi, je connais énormément de photographes de nature morte qui font de la pub en nature morte, des choses comme ça. C'est le genre d'applications qui sont effectivement séduisantes. Mais pour le reste, ça reste effectivement un bon appareil photo aussi, je pense. Oui, en revanche, dans ton utilisation, Bernard, qui est principalement vidéo et un peu photo quand ça t'arrive, là c'est tout à fait possible. Ah oui, complètement, oui, tout à fait. On avait une question de Yannick sur la photo justement, donc ça on va y répondre très rapidement. Est-ce qu'on peut prendre des photos pendant l'enregistrement vidéo? Non, ce n'est pas possible. En revanche, là par contre c'est toi Bernard qui l'a utilisé, on a vu les images tout à l'heure. C'est absolument possible de... On fait les screenshots. Voilà. Tout à fait. Et franchement, c'est quelque chose que je fais déjà depuis longtemps. Les screenshots, sans problème. Je fais avec le copie d'écran pour les... Oui, voilà. Donc, en gros, je suis dans ma table de montage, sur Premiere Pro en l'occurrence, et je fais une capture d'écran. Je peux la sauvegarder en TIFF, en PNG, etc. Et du coup, aujourd'hui, on communique beaucoup sur les réseaux, Instagram, etc. On le sait. Et franchement, c'est tout à fait bluffant. C'est pas de l'image vraiment photographique pure et dure, mais pour pas mal d'utilisation. Pour un écran, tu vois, pour une taille d'écran. Complètement. Le niveau de qualité qu'on a au niveau d'image vidéo permet franchement de sortir énormément de photos, en tout cas de style image. Alors on en a déjà un peu parlé, Romain a commencé à nous l'exposer. Effectivement, le GH6 a un nouvel écran. On va parler un peu plus de l'ergonomie de ce boîtier. Un écran qui est donc à la fois inclinable et orientable. Donc Romain, tu vas nous montrer à la caméra justement ce que ça donne cet écran et pourquoi on a ajouté la possibilité de l'incliner finalement. En fait, donc on a la même possibilité comme le GH5 et les autres boîtiers d'avoir l'écran inclinable comme ça, mais surtout il y a des gens qui s'en sont plaints et à juste titre. Lorsqu'on utilise un câble HDMI, lorsqu'on branche ces boîtiers-là pour un enregistrement externe, moniteur, etc. Ou l'USB-C d'ailleurs. Ou USB-C, exactement. Mais là, la HDMI, elle est grosse parce que c'est du HDMI A. C'est important de le préciser quand même. C'est du lourd. C'est du full, quoi, en tout cas. C'est bien solide. Mais du coup, ils ont rajouté cette fonction d'incliner aussi comme ça l'écran. Et on a la possibilité, comme ça, de pivoter tranquillement l'écran. La tranche, peut-être, on voit bien. Ouais. Voilà. Et qu'en gros, ça passe, quoi. Parce que avant, en gros, c'était ça. Voilà. Ça nous bloquait. Donc là, maintenant, on a la possibilité de le tourner comme on veut. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et voilà, on peut même s'en servir aussi comme ça, c'est-à-dire même sans la HDMI, après, on peut se l'incliner aussi comme ça. Et puis, voilà. On fait vraiment sans le sortir complètement. Donc c'est vraiment cool. Et pour revenir sur la HDMI, effectivement, on est donc sur une HDMI type A, qui plus est 2.1, qui va permettre d'avoir accès à
à toutes les possibilités qui arriveront par la suite dans le futur et qui seront obligatoirement compatibles avec du 2.1. On a déjà le 2.1. Et Lumix, c'est quand même pointilleux avec ce genre de petits détails aussi. Il livre pour tous ses boîtiers un HDMI lock. Oui, dans tout tous à ces fait. boîtiers. Donc, on le voit à l'écran d'ailleurs sur l'image. Voilà, et en fait ça c'est mine de rien, c'est indispensable parce que ça évite de prendre du jeu, ça évite qu'on arrache la HDMI, etc. Donc ça c'est livré dans le carton avec, ça c'est plutôt cool. Et ensuite, on a eu une question, toujours sur cette même trappe, on a parlé de l'USB-C, on a eu une question sur l'autonomie. Donc, quelle est l'autonomie du GH6 par rapport au GH5 ou au GH5S? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai l'information en photo et en vidéo. En photo, on est à 850 images d'autonomie avec la batterie, qui est d'ailleurs une nouvelle batterie, j'en profite pour le préciser. On est en fait sur la batterie du S5, donc c'est exactement la même batterie. Il est possible d'utiliser la batterie du GH5 dans le GH6, mais vous allez être limité. Alors déjà, de par le fait qu'il y a beaucoup plus de caractéristiques qui sont ajoutées dans le GH6, la batterie du GH5 sera assez faible et ne va pas tenir très longtemps. Ouais. Et en plus de ça, ça va vous bloquer certaines fonctionnalités. Ouais. Donc, ça dépanne, on va dire que ça dépanne, mais c'est quand même bien préférable d'utiliser les batteries S5 et GH6, qui sont les mêmes. Donc ça, c'est pour la photo. Il faut bien activer le mode écho. Au moins en photo pour avoir cette autonomie longue durée. Et en vidéo, on est sur une autonomie à 1h30. Voilà, on a 1h30. Qui a été validée par le très bon youtubeur DSLR Shooter, Caleb. Il a testé, il est à 1h30, je crois, d'enregistrement. Ça correspond. Donc voilà, après, c'est des boîtiers aussi, qui sont gourmands, quoi. Enfin, 1h30, en tout cas. Il faut quand même savoir qu'on a tout ça, tous ces modes. Il y a un ventilo, c'est aussi pour nous amener tout ça. Mais sachant après, que il faut vraiment penser, il faut vraiment penser maintenant USB-C. On l'alimente en direct avec une batterie externe. C'est vraiment un nouveau mode de fonctionnement, un peu comme votre téléphone. Vous n'allez pas vous balader tout le temps avec votre chargeur. Avec votre téléphone, souvent, vous avez dans le sac une batterie externe et vous alimentez de temps en temps. Là, pour votre shoot, vous mettez ça. Et on en parlait hier d'ailleurs. Même maintenant, on n'a presque plus envie de sortir le chargeur pour mettre la batterie. On prend la batterie externe ou même la lime, et on alimente directement le boîtier pour recharger même. Donc si on l'éteint, il recharge la batterie. Et si on l'allume, il est en fonctionnement normal et il fonctionne sur la batterie externe. Et il recharge la batterie interne en même temps. Ouais, donc ça c'est vraiment cool. Et maintenant, sans être branché, on le disait tout à l'heure, il n'y a aucun de nous deux, par exemple, qui va travailler, qui va faire un plan d'1h30. Voilà. Ouais. On travaille une demi-journée ou 3/4 de journée comme ça, on fait un plan, on arrête. En gros, il faudrait 2 batteries et puis on se balade avec une batterie externe pour alimenter un peu tous nos trucs, quoi, le téléphone, le machin. Tous nos appareils. Voilà, tous nos appareils. Et du coup, on s'en sert pour le GH. Alors justement, on va continuer dans la dynamique des temps d'enregistrement. Je reviens sur le temps d'enregistrement illimité, qui est tout simplement dû, ou en tout cas possible, grâce au ventilateur qui est intégré dans le GH6. Il faut savoir que le ventilateur, la première fois qu'on a intégré un ventilateur dans un Lumix, c'était sur le S1H. Donc la partie plein format, et c'est ce qui permet d'atteindre ces capacités aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si le GH6 n'avait pas eu ce ventilateur intégré, il serait plus gros qu'un S1H aujourd'hui. Si on peut montrer la taille d'un S1H par rapport au GH6, on n'est quand même pas du tout sur le même boîtier. Alors là, on l'a de dessus, et même de face, on est quand même sur un boîtier qui est beaucoup plus massif. Et donc là, ce ventilateur nous permet de garder justement cette compacité qu'on recherche toujours sur la série GH et avec le GH6. Pour autant, ce ventilateur n'empêche pas la tropicalisation. On est toujours sur un boîtier qui est résistant, il est en alliage de magnésium et surtout il est tropicalisé. Donc il résiste à la poussière, au gel, au froid et surtout à la projection d'eau. Pour donner du coup l'explication principale, en fait, vous avez un fonctionnement qui passe par une ventilation, un refroidissement, qui passe par une plaque de graphite, qui fait qu'il y a 2 éléments à refroidir dans un GH6, dans ce boîtier-là. Il y a la partie processeur et la partie CF Express, puisqu'évidemment, surtout en ProRes, la CF Express va chauffer. Ces 2 éléments-là, en fait, profitent de 2 circuits différents qui vont tous les 2 amener l'augmentation de température vers une plaque de graphite. Et c'est cette plaque de graphite qui va être refroidie par le ventilateur. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un boîtier qui est tropicalisé avec un ventilateur à l'intérieur.
On a reçu des questions justement sur cette tropicalisation. Alors donc oui, il est bien tropicalisé avec un ventilateur. En revanche, il n'est pas waterproof. On fait bien la différence. On peut pas plonger le boîtier dans l'eau. Ça reste une fonctionnalité, un fonctionnement uniquement sous la pluie ou sur des projections d'eau, pas sous l'eau. En revanche, il sera possible d'utiliser des cages, des caissons pour l'emmener sous l'eau. Voilà. Et on nous a posé la question d'ailleurs, qu'est-ce que ça va donner? En gros, on a décrit un peu toutes les améliorations du GH6 par rapport à un GH5, parce que la personne utilise un GH5 avec le caisson. Ça sera un peu meilleur en low light, ça sera meilleur en stabilisation, ça aura du ProRes, ça aura plus de dynamique, plein de choses qui vont être un avantage, bien évidemment. Ouais. Et puis franchement, pour la tropicalisation, la température et tout, c'est presque une obsession chez Lumix. Pour connaître un peu tous ces boîtiers et un peu cette marque-là. Chez eux, c'est une obsession. Ils veulent vraiment que ça soit nickel. Donc là-dessus, vous n'aurez jamais de soucis. Tropicalisation et chauffe, c'est vraiment... Ouais, et froid aussi d'ailleurs, parce que froid, je pense qu'ils parlent de moins 15. Moins 10, je crois, officiellement. Mais... Moi, je suis monté là dans la montagne à moins 12. Il faisait moins 12, moins 13 et ça bouge aucun pas. problème. D'ailleurs, je sais qu'ils, comme disait Romain, ils annoncent des choses, ils savent qu'ils prennent la marche. Parce que là, franchement... De la même manière qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, la plage dynamique monte jusqu'à du coup ce qu'on appelle 13 plus stop. Pour la raison, c'est qu'on ne pourra jamais, les ingénieurs ne communiquent pas sur du 14 stop parce qu'il y a certaines situations, peut-être 3% des situations dans lesquelles on sera à 13 ou 13 et quelques. Et la majorité des situations, on est quand même à 14 stop. Donc c'est vrai qu'encore une fois, ils préfèrent prendre de la marge dans ce qu'ils annoncent. Donc dans la boîte, on parlait du bloqueur de câble tout à l'heure avec Romain. Dans la boîte, vous avez aussi un câble BNC qui est inclus et qui va vous permettre notamment d'utiliser le timecode directement via la SynchroFlash qui est à l'avant du boîtier. Vous avez un viseur qui est toujours un viseur OLED et puis le slot CF Express. C'est vrai qu'on parle de la CF Express tout à l'heure, mais c'était important aussi de garder un slot SD dans le boîtier. Donc vous avez la possibilité d'utiliser les deux. Tant que j'y suis sur Bernard qui nous fait une super présentation du GH6. Téléachat, parfait. On a deux boutons d'enregistrement vidéo, un au-dessus et un à l'avant du boîtier. Ça vous est utile notamment en facecam par exemple. Vous avez accès au bouton à l'avant. Et puis, inspiré aussi des Lumix S, on a deux Tolly Light, une à l'avant et une à l'arrière du boîtier qui vous permettent de bien indiquer que vous êtes en enregistrement. Et toujours aussi, parce qu'on a tellement demandé qu'on est content le règle rouge, le cadre rouge. Lorsque vous enregistrez, tout votre frame, tout votre cadre est rouge, donc on peut le désactiver si vous voulez. Là, on voit la Dolly Light ici. Et à l'avant. Et à l'avant ici. Qu'on peut d'ailleurs désactiver évidemment. On peut désactiver pour soi-disant l'autonomie, mais franchement. Pour la discrétion. Ouais, complètement. Mais vaut mieux le garder. Et ça, vraiment, le cadre rouge, c'est exceptionnel parce que ça paraît très, très, très bête. Mais on en a parlé très souvent parce qu'avant, justement, le problème, c'est qu'il y avait un clignotement au niveau de la LED. Et du coup, donc sur l'écran, on n'avait que ça. Et du coup, on tourne la tête 2 secondes et puis en fait, on a l'impression qu'on ne règle pas. Donc on appuie, en fait, on requait, etc. Bref, le cadre rouge règle le problème. Et ce qui est cool, c'est qu'on nous a écoutés parce qu'on a demandé ça pendant plusieurs années et ils l'ont implémenté. Donc ça, c'est bien. Il y a d'autres cadres qui sont aussi issus de la gamme plein format. Il y a un marqueur de cadre qui vous permet d'enregistrer. Comme je l'ai fait si vous voulez enregistrer en vertical, par exemple, vous avez la possibilité mais alors après, ce qui intéresse les gens qui mettent des bandes noires aussi, vous avez la possibilité de régler l'opacité, tout ce que vous voulez. Et donc la taille ici, là, vous voyez la couleur du cadre. La couleur du cadre et tout ça, pour avoir donc du 2,35. Et effectivement, la transparence, comme tu le disais, parce que si on veut, par exemple, faire une espèce de letterbox, on appelle boîte aux lettres, du coup, on peut voir par transparence ce qui reste encore dans le cadre et le cas échéant, pouvoir adapter son cadre pendant le plan parce qu'on voit ce qu'on a de disponible dans le champ. J'en profite juste parce qu'on a ce plan-là, par au-dessus, là. Petite nouveauté un peu qu'il y avait sur le S1H aussi, on a dans le display, on tombe sur ce genre d'écran-là où vous avez la possibilité de régler directement toutes les choses qui sont à l'écran, qui sont en gris clair. En fait, en gris foncé, on ne peut pas les changer. Mais par contre, vous avez en gris clair la possibilité d'accéder directement au réglage. Donc ça, c'est vraiment énorme. Vous avez la possibilité de régler votre volume, tout. Et ça, c'est le genre de truc. Ça, c'est implémenté sur les Blackmagic.
Et c'est des choses qui plaisent vraiment aux gens parce que si on est devant en train de tourner, on a un moniteur externe, voilà, on se met dans ce mode-là, on surveille un petit peu tous nos réglages en un clin d'œil. Donc on peut rien rater. Voilà. Et je pense aussi aux broadcasters, au monde du broadcast. On a un nouveau marqueur qui apparaît sur le GH6 qui s'appelle le marqueur de zone de sécurité, qui là va permettre d'indiquer un cadre dans lequel, quel que soit l'écran sur lequel on diffuse le contenu, ça passe et ça ne sortira pas du cadre. Ça, c'est des petites choses qui effectivement sont complètement issues des retours des utilisateurs que Lumix intègre dans les nouveautés. Et il y a aussi des petites nouveautés sur le focus, justement. Ouais. Vous avez ce qu'on appelle le focus de transition, qui va vous permettre de sélectionner la position de départ et la position d'arrivée et de faire un focus qui est complètement une transition qui va être complètement fluide. On l'avait déjà sur GH5. Sur GH5, vous l'aviez déjà. On l'avait déjà, mais surtout, alors c'est marrant. La nouveauté, c'est le manuel focus. Non, avant ça, la nouveauté, c'est surtout que maintenant, ça arrive après. Non, la nouveauté sur le GH6, c'est que vous avez accès à cette fonction avec les 3 boutons qui sont sur le dessus. Parce que sur le GH5, c'était tactile. Exact. Et donc là, c'est beaucoup plus pratique. Beaucoup mieux. Pas testé encore, effectivement. Mais donc, en fait, non, mais je veux parler de mon truc parce que pour moi, c'est un game changer et j'arrête pas d'en parler parce que on l'a réclamé, mais surtout pas pour faire les chiants, tout simplement parce que c'est hyper important. On a la possibilité maintenant d'avoir le zoom dans l'image pendant qu'on enregistre. Donc, je m'explique. Avant, on était en manuel focus, on envoie rec, donc on tourne, on enregistre, et on n'a plus la possibilité de zoomer dans son image pour contrôler son focus. Donc ça, c'était vraiment dérangeant, mais visiblement, c'était vraiment pas possible. C'était peut-être par rapport à la chauffe ou d'autres choses, peu importe, ou le processeur. Donc, on avait la possibilité de vérifier son point et de zoomer dans son image avant d'enregistrer, mais dès qu'on lançait l'enregistrement, on ne pouvait plus revérifier. Maintenant, on peut le faire, et je peux vous assurer que quand vous tournez en manuel focus, en anamorphique ou autre, là vraiment, vous mettez un clic pendant que vous êtes en train d'enregistrer, vous vérifiez votre point avec, je ne sais plus comment il fait, x10, ou enfin, bref, ça zoome vraiment énormément. On peut faire soit une fenêtre, soit le plein écran. C'est hyper rassurant, et vraiment, pour moi, ça, c'est une des grosses nouveautés aussi, qui m'a aidé pendant mon tournage. J'en parle d'ailleurs dans le behind the scene. C'est vraiment les choses qu'il faut pour ne pas se rater, quoi. C'est important. Et pour terminer avec la connectivité notamment, donc c'est évidemment un boîtier qui est toujours connecté en Wi-Fi et Bluetooth, notamment pour le transfert des images, etc. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on peut directement mettre à jour le boîtier via l'application, notamment la mise à jour dont on se parlait qui va arriver sous peu. On va pouvoir la mettre à jour directement via l'application. Donc ça, c'est un gain de temps. Et effectivement, on peut aussi toujours faire du tethering directement en USB avec le boîtier pour avoir accès à un écran plus grand, tout simplement, pour le shooting, à la fois en photo et en vidéo. On a terminé, ou presque, sur le GH6. Je voulais simplement revenir sur le fait qu'on a beaucoup d'optiques qui sont disponibles en micro 4 tiers. Alors évidemment, on a les optiques qui sont en natif chez Lumix. On a parlé des optiques anamorphiques. Il y a évidemment beaucoup d'autres optiques qui sont compatibles avec la monture micro 4 tiers, et notamment tous les objectifs Olympus aussi, qui sont compatibles avec les Lumix G, et notamment 2 nouvelles optiques qui sont sorties cette dernière année, donc la 10-25 et la 25-50, toutes les deux à f1.7 constant. Super. Et ça, Bernard, toi tu les as beaucoup utilisées, tu les utilises. En fait, elles sont superbes parce que leur qualité optique, évidemment, alors elles ouvrent à 1.7. Alors, ce n'est pas uniquement un gain en luminosité. Il faut savoir que pour arriver à cette performance en termes de luminosité de l'objectif, c'est aussi la qualité optique. Évidemment, on n'obtient pas uniquement en élargissant le flux de l'optique, je dirais, une luminosité. Il faut aussi une qualité optique inhérente vraiment aux éléments utilisés. Et là, franchement, c'est 2 bijoux. Moi, j'ai beaucoup utilisé le 1235 avec le GH5 à l'époque. C'était pour moi l'espèce de 4K. La référence. Ouais, c'était vraiment l'optique à tout faire. Et là, franchement, avec 1.7, ce sont 2 optiques pour moi extraordinaires. Qualité de fabrication, il faut les avoir dans les mains. C'est vraiment, elles ne sont pas lourdes en fait, étonnamment. Quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'elles sont très lourdes. Elles ne sont pas si lourdes que ça en fait. Alors, je les adore. On va faire une petite conclusion sur le GH6. La première information pour ceux qui effectivement nous ont posé la question, c'est qu'il est disponible. Il arrive, là il est en train d'arriver dans les magasins, certains magasins l'ont déjà et d'autres il y a des gens qui l'ont déjà dans les groupes. Donc arrivé en mars.
On nous a posé la question des avantages principaux qu'on a par rapport au GH précédent, par rapport au GX de la gamme Lumix aussi. Je pense qu'on a plus ou moins répondu déjà à la question. C'est un boîtier full vidéo. Grosse nouveauté vidéo, voilà, exactement. Et puis on a Damien qui nous a demandé finalement à qui s'adresse le GH6. Est-ce que c'est plutôt pour de l'achat, de la location? Vous allez y répondre aussi, mais moi j'ai envie de dire les deux. Si on n'a pas les moyens effectivement d'acheter le GH6 et que c'est pour une seule production, on peut effectivement le louer, hein, il y a des loueurs qui le proposent. En revanche, il est aussi évidemment possible de l'acheter et surtout de l'utiliser en caméra A ou en caméra B. Les deux sont possibles. On a parlé tout à l'heure de la compatibilité avec les VariCam, les Everone et les S1H notamment. C'est un boîtier qui est tout à fait complémentaire avec des caméras plus professionnelles. Il y a une chose qui est vraiment importante avant qu'on oublie de le dire, c'est ce qu'on disait par rapport au fait que le GH5 et le GH5S restent sur le marché. Ouais, donc on parle de consumérisme et de forcer les gens avec un nouveau produit et tout. Non, en fait, c'est pas ça. Il y a la possibilité d'avoir ce boîtier-là. Si on en a besoin, envie de se faire plaisir, peu importe. Mais par contre, sachez qu'il y a encore le GH5 qui est en vente. C'est un top boîtier. Même le GH4, on fait encore des super images avec. Il y a le GH5S, quand les gens nous disent « Ouais, mais moi, je veux le low light. » Prends un GH5S ou prends un Lumix S. Mais après, ça veut dire que si tu as des objectifs micro 4 tiers, il va falloir que tu changes. Mais en tout cas, voilà, il y a ce qu'il faut. Et donc, consumérisme, moi, j'aime en tout cas le fait qu'il y ait encore ces autres modèles-là qui sont dispo à la vente. Parce que comme ça laisse choisir. Et donc, ceux qui veulent vraiment un boîtier avec toutes ces nouveautés, ils le prennent. Sinon, ils prennent autre chose. GH5 moins cher, GH5S low light. Et là, par contre, on a parlé de tous les avantages qu'il a. Ça va être forcément ProRes, le 4K 120, très important. Et puis, voilà, il y a plein de choses. Vraiment, la définition supplémentaire. Et puis, toutes les nouveautés d'ergonomie. Et puis, voilà, c'est très nombreux. Mais voilà, il y a le choix, en tout cas. Ça qui est important. Oui, mais le GH6 permet ensuite de passer une étape supérieure et de rentrer dans une nouvelle dimension créative. C'est ça. Mais effectivement, les GH5, GH5S ont aussi leur mot à dire et leurs avantages. Moi, pour terminer, je voudrais vous poser une dernière question à chacun. Si vous avez une chose à retenir du GH6, il y a une seule chose à dire pour ceux qui sont arrivés tout de suite par la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'on retient ? Bernard, allez, lance-toi, c'est ton tour. Moi, je dirais, c'est pas une question facile en fait, parce que moi, personnellement, j'ai du mal. Alors, je connais déjà la réponse de Romain, je crois me douter de la réponse de Romain. Des fois, tu vas te tromper. mais moi, je veux dire, je peux pas m'arrêter à une spécificité. Moi, je dirais que on l'a dit tout à l'heure, hein, pour moi, c'est un S1H en micro 4 tiers, avec toutes les qualités du micro 4 tiers. Ça veut dire, il est compact, il est léger. Les optiques de la gamme sont légères et compactes elles aussi, mais c'est un monstre en vidéo. Donc, je me sens tout à fait à l'aise avec lui parce qu'il va pouvoir répondre à n'importe quelle demande. Je ne vais pas me sentir, quel que soit le job sur lequel je suis, je sais que c'est une espèce de canif suisse. Voilà. Donc là, pour moi, c'est vraiment un tout, en fait. Je ne peux pas pointer un du doigt. Alors, quelle réponse je vais vous apporter? C'est ça, le vrai suspense. Vu que j'alterne entre Color Science et 4K 120, après j'ai même envie de rajouter l'anamo parce que je vois mon montage et en fait je me rends compte que vraiment c'est pour ça que on est bien chez Lumix et qu'on reste chez Lumix. Vous savez très bien par rapport à ce qu'on dit d'habitude, on aime ces boîtiers et on reste parce qu'on aime. Et c'est des boîtiers qui sont hyper orientés cinéma, avec des outils pour le cinéma, avec la possibilité d'avoir des setups comme ça. Le format natif 4 tiers pour faire du x2, enfin moi je suis content. Mais vraiment le step, je le redis, lorsque j'ai vu mes premiers rushs au GH6, j'ai vraiment fait waouh, parce que j'ai vu vraiment une énorme différence par rapport au GH5. Yeux fermés, si on me fait le blind test, ça se voit quoi. Et notamment donc dû à la dynamique, à la color science qui est vraiment changeante. Et puis ma nouveauté préférée, en tout cas, c'est le 4K 120 de très bonne facture, très bonne qualité. Bon alors on va essayer de retenir tout ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus. En termes d'actualité ou du moins de contenu disponible, donc Romain, on retrouve sur ta chaîne la vidéo qui a été tournée donc à Miami avec le GH6. Miami Story. Voilà, Miami Story. On retrouve aussi ce qu'on appelle un behind the scene, donc un microfilm, on va dire, dans lequel on te suit justement dans ton utilisation du GH6 et dans la création de cette vidéo à Miami, tout à fait. Et toi, Bernard, donc on peut retrouver effectivement aussi ta vidéo dans ces étoiles. Oui, j'ai ma chaîne en anglais et j'ai ma chaîne en français. Et la chaîne en français, c'est promis, cette fois-ci, je m'en occupe beaucoup plus régulièrement parce que c'est très sympa. Je me rends compte que j'échange beaucoup en fait avec la communauté. Gens, donc
je vais m'en occuper. Donc là, tu parles de YouTube. Hein. Ouais, YouTube. Et on retrouve aussi, alors cette fois-ci sur la chaîne de Lumix France, tes capsules, parce que tu as créé plusieurs capsules sur ton utilisation du GH6. Alors j'en avais fait pour la gamme S, et effectivement j'en ai sorti toute une série sur l'utilisation que je fais du certaines fonctionnalités particulières sur lesquelles tu reviens. Et moi, si j'arrive à enfin la finir bientôt, formation sur le Lumix S5 aussi. Je travaille dessus, je suis à 80%, mais là il y a eu beaucoup de choses avec l'arrivée du GH6. Donc une formation numérique qui sera en vente en ligne sur le Lumix S5 parce que j'ai eu énormément de demandes. Et je sais que ça intéresse les gens. Bernard, lui, il a les siennes sur tuto.com. Il a plein de formations sur le GH5, etc., etc. Donc forcément, il faudra qu'on se penche aussi sur le tuto du GH6 parce qu'on nous le demande déjà. Et voilà, parce que c'est des appareils sur lesquels il faut passer du temps. Il faut vraiment regarder comment ça fonctionne. Une fois qu'on a compris et qu'on passe du temps, on arrive à les maîtriser. C'est là où les exploiter. En tout cas, merci beaucoup à vous deux avec plaisir, d'être venus. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette vidéo pour bien décortiquer le nouveau GH6. On se retrouve très vite sur nos réseaux. Instagram, le compte Lumix France, et puis sur Facebook, ce sera sur le compte Panasonic France. Une belle journée à vous tous et à bientôt.